Après que mon mari, Julien, eut donné le bain à notre fille de 4 ans, Chloé, elle s'est mise à pleurer, se plaignant d'avoir mal. Je l'ai emmenée en urgence à l'hôpital, mais après une série d'examens, le médecin m'a dit une seule chose: Madame, appelez la police. Cette nuit-là, le calme habituel enveloppait notre appartement, au 7e étage d'un immeuble parisien sans histoire. De retour tardivement d'une soirée de travail, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu Julien sortir de la salle de bain, tenant Chloé dans ses bras. Une légère buée s'échappait encore de ses cheveux. Âgée d'à peine 4 ans, ses grands yeux ronds encore humides, elle a enfoui son visage dans mon épaule et a murmuré d'une voix à peine audible que son bas-ventre lui faisait mal. Je suis resté pétrifié sur place, mes mains se mettant à trembler. Car le cœur d'une mère s'embrase à la simple mention de la douleur de son enfant. J'ai posé mon sac et touché son front, pas de fièvre. Par la fenêtre, le ciel de Paris était couvert et une pluie fine commençait à tomber. J'ai dit à mon mari de prendre nos manteaux. Je voulais l'emmener à l'hôpital, ne serait-ce que pour apaiser mon esprit. Mais Julien a marqué une pause, puis a dit d'un ton qui se voulait rassurant mais pressé: Les enfants ont souvent des petites douleurs comme ça. Un peu de savon mal rincé, elle n'a peut être pas assez bu. Tu t'inquiètes pour un rien. Je sais à quel point Julien adore Chloé, parfois même plus que moi. Pourtant, les pleurs de ma fille me serraient le cœur et je ne pouvais pas les ignorer. J'ai répondu d'une voix douce mais ferme: Je préfère l'emmener. Si ce n'est rien, tant mieux. Après quelques secondes de silence, Julien a hoché la tête et a enveloppé notre fille dans une grande serviette. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé, blottie contre mon cou, m'a demandé de temps en temps: Maman, est-ce que j'ai mal parce que je suis une méchante fille? Je l'ai serrée plus fort en la rassurant: Non, mon trésor, tu es une gentille fille. Quand on a mal, on demande de l'aide au docteur. C'est à ce moment que j'ai compris: la plus grande peur d'une mère n'est pas sa propre maladie, mais l'incapacité de savoir ce qui arrive à ce petit être qui a besoin de sa protection. Les urgences pédiatriques étaient calmes en cette heure tardive, et l'éclairage jaunâtre rendait le long couloir encore plus froid. Le médecin de garde, le docteur Dubois, était un homme calme et soigné. Il a examiné Chloé avec une infinie précaution, me posant une série de questions: ce qu'elle avait mangé, comment le bain s'était déroulé, quel savon nous utilisions, si elle était tombée ou s'était cognée récemment. D'une voix tremblante, j'ai répondu à chaque question. Après avoir procédé aux examens nécessaires, le docteur Dubois nous a demandé d'attendre dehors. Une trentaine de minutes plus tard, il m'a appelé dans son bureau. Il a posé les résultats sur la table, m'a regardé un instant, puis a dit d'une voix basse mais claire: Madame, les résultats seuls ne permettent aucune certitude. Cependant, certains signes suggèrent des risques potentiels. Comme il s'agit d'une enfant, il serait préférable de signaler la situation aux services compétents pour une enquête professionnelle afin de la protéger. Un suivi psychologique devrait aussi commencer rapidement. Je sais que c'est difficile à entendre, mais la sécurité de votre fille est la priorité absolue. J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Les mots risques potentiels résonnaient dans mes oreilles. Ma gorge s'est nouée et les larmes ont commencé à couler. J'ai à peine réussi à garder mon calme pour demander: ne serait-ce pas possible qu'elle se soit blessée en jouant toute seule ou à cause du savon? Le médecin a acquiescé. C'est une possibilité. Et c'est précisément pour cela qu'une enquête objective par des professionnels est nécessaire. Nous ne fournissons qu'un avis médical. Ne vous précipitez pas à suspecter ou à juger qui que ce soit. Le plus important maintenant est de protéger votre fille et de veiller à ce qu'elle n'ait plus peur. Je me suis assis sur une chaise dans le couloir, Chloé dans mes bras. Elle me regardait avec de grands yeux, ne comprenant rien à la conversation des adultes. Je lui ai caressé les cheveux en me faisant une promesse: reprends-toi. Il faut expliquer à une enfant de cet âge juste ce qu'il faut, sans lui instiller la peur. J'ai dit à Chloé: ma chérie, tu es très courageuse. Maman va demander de l'aide au docteur pour que tu n'aies plus du tout mal. Elle m'a regardé avec ses yeux noirs et brillants et a hoché la tête. En sortant de l'hôpital, les appels de mon mari pleuvaient. Je lui ai expliqué la situation en bref. Après un long silence, il a dit: Élise, même le médecin a dit que ce n'était pas certain. N'imagine pas le pire tout de suite. Il doit y avoir une erreur. Je n'arrivais plus à réfléchir. Mon esprit était un écheveau de fils emmêlés. D'habitude, c'est moi qui donnais le bain à Chloé, mais ce jour-là,
À cause de mon travail, c'était Julien qui s'en était chargé. J'étais convaincu qu'il l'aimait sincèrement. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos et de vidéos de Chloé, apprenant à parler, à dessiner. Comme beaucoup de pères attendris, il documentait chaque instant de sa vie, partageant fièrement ses progrès avec la famille et les amis. Je lui avais dit plusieurs fois de ne pas trop en publier sur Internet, mais quand les gens la complimentaient, cela me faisait plaisir aussi, et je laissais passer. Maintenant, je m'en voulais terriblement. J'ai compris que parfois, un amour parental innocent peut involontairement ouvrir la porte au danger. De retour à la maison, j'ai changé les vêtements de Chloé et lui ai appliqué la pommade prescrite par le médecin. Julien se tenait à côté, voulant la prendre dans ses bras et l'embrasser comme d'habitude. J'ai senti mon corps se raidir instinctivement, et cette réaction m'a rempli de culpabilité. « Élise, calme-toi. Ne transforme personne en coupable sans preuve. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Je vais d'abord coucher Chloé. Et demain matin, tu iras à l'école maternelle de Chloé, tu parleras à la directrice, Madame Leclerc, et tu demanderas à voir les enregistrements des caméras de surveillance du couloir et de la classe. Nous devons aussi coopérer avec les services de protection de l'enfance. Tout doit être fait selon les procédures, pas sous le coup de l'émotion. » Julien a acquiescé, mais une lueur de trouble a traversé son regard. De quoi avait-il peur? De la situation, pour notre fille, ou de la pression qui s'abattait soudainement sur notre foyer? Cette nuit-là, allongé près de Chloé, j'ai écouté le bruit de la pluie frappant la rambarde du balcon. Dans le salon, j'ai entendu Julien se retourner plusieurs fois dans le canapé avant que le silence ne se fasse. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé en revue les derniers jours, les heures d'arrivée et de départ de l'école, les repas, les heures de sommeil, les personnes que nous avions vues, et les moments où elles s'étaient plaintes de picotements. Soudain, un détail que j'avais jugé anodin m'est revenu à l'esprit. Chloé m'avait raconté qu'un garçon de sa classe, Léo, s'amusait à soulever les jupes des filles et que la maîtresse l'avait grondé plusieurs fois. Avant même de pouvoir y réfléchir davantage, une fatigue écrasante m'a submergé et je me suis endormi. Le lendemain matin, après avoir donné une bouillie légère à Chloé, j'ai appelé Madame Leclerc pour demander un rendez-vous. D'une voix calme, elle m'a dit de venir avec ma fille et que l'école, conformément au règlement, fournirait toute l'aide nécessaire, y compris la vérification des caméras. Son attitude coopérative m'a réchauffé le cœur. C'est dans les situations difficiles que l'on prend conscience de la valeur des gens qui prennent leur travail au sérieux. À notre arrivée à l'école maternelle, Madame Leclerc nous a accueillis dans son bureau. Chloé a suivi une maîtresse jusqu'à l'espace lecture, où une psychologue scolaire lui parlait déjà d'un ton très doux. Julien et moi nous sommes assis devant un écran pour visionner les enregistrements. Les enfants jouaient, faisaient des puzzles, allaient aux toilettes sous la surveillance des maîtresses. Aucune scène horrible, comme celle que les adultes peuvent imaginer. Le seul point troublant était une interruption du signal de la caméra du couloir pendant 10 minutes la veille, à cause de l'orage. Cela coïncidait pile avec le moment où les maîtresses emmenaient les enfants pour une autre activité. Tout le monde retenait son souffle. Madame Leclerc m'a pris la main et m'a assuré qu'elle appellerait l'équipe technique pour tenter de récupérer les images, tout en rédigeant un rapport d'incident pour les autorités compétentes, comme l'exige la procédure. J'ai jeté un regard furtif à mon mari. Il avait les lèvres pincées, le regard perdu dans le vide. Je voulais croire en lui, mais mon cœur de mère battait la chamade. Après avoir ramené Chloé à la maison, nous avions rendez-vous dans l'après-midi avec une assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance. À Aise, en entrant et en posant les clés sur le meuble de l'entrée, j'ai entendu Chloé pleurnicher dans le salon. « Je ne veux pas de ça. » Julien essayait de lui donner des vitamines. Chloé grimaçait, repoussait sa main et éclatait en sanglots. Je me suis approché, j'ai pris ma fille dans mes bras et j'ai dit que je m'en occuperais plus tard. Julien m'a regardé en fronçant légèrement les sourcils, comme si je venais de briser une de ses règles. Je ne voulais pas me disputer, alors j'ai emmené Chloé dans sa chambre. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai senti mon corps entier trembler à la simple pensée du mot « sécurité ». Les enfants refusent parfois leurs médicaments, n'aiment pas se laver les cheveux et pleurent sans raison. Mais les adultes ne doivent pas utiliser ces prétextes pour ignorer les signaux de détresse qu'un enfant envoie. L'assistante sociale que nous avons rencontrée l'après-midi m'a expliqué comment préserver les preuves, comment tenir un journal des symptômes de Chloé et comment réagir pour ne pas la traumatiser davantage.
Elle m'a fermement conseillé de ne jamais publier de photos de ma fille, surtout des photos du bain, en vêtements légers, ou des vidéos de sa vie privée. Même si elle vous semble innocente, a-t-elle insisté. Le monde est ainsi fait aujourd'hui, madame. Internet est un terrain de jeu, mais aussi un champ de mine. Le mieux est de tout mettre en privé, ou de ne rien publier du tout. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Ces paroles étaient comme un coup de couteau dans la fierté que je ressentais pour mon petit ange, si populaire dans notre quartier et auprès de nos amis. Le soir, j'ai appelé ma mère qui vit en Normandie. Après avoir écouté mon histoire, elle est restée silencieuse un long moment, avant de dire simplement « Suis la procédure, reste calme, n'aie pas peur, et ne juge personne à la hâte. La justice existe. » Ces quelques mots m'ont donné une force immense. Debout sur le balcon, je regardais la ruelle étroite où les lampadaires se reflétaient sur le sol mouillé. En entendant les rires des enfants des voisins, mon objectif est devenu clair. Je protégerai l'enfance de Chloé, quoi qu'il en coûte. La deuxième nuit, Chloé a dormi plus paisiblement. Assise à mon bureau, j'ai commencé à écrire le premier journal de ce long voyage, la date, les symptômes, les paroles de ma fille, mes actions, les personnes rencontrées. À côté, j'ai posé une carte mémoire vierge. J'ai pris la résolution de ne soumettre les photos et vidéos pertinentes qu'aux autorités, si nécessaire. J'ai changé les paramètres de tous mes comptes de réseaux sociaux en privé. J'ai commencé à supprimer les vidéos que les gens trouvaient si mignonnes. À chaque pression sur l'écran, je me répétais, protéger un enfant. Ce n'est pas seulement le prendre dans ses bras quand il pleure, c'est aussi avoir le courage de renoncer aux compliments futiles. Avant d'éteindre la lumière, j'ai regardé Julien. Il me tournait le dos, sa respiration régulière. Je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans son esprit. Fatigue, peur ou sentiment d'injustice. Je n'ai jugé ni accusé personne. J'ai choisi le camp de la vérité et celui de ma fille. Demain matin, nous devions de nouveau rencontrer le personnel de l'école et les autorités. Ce long et difficile chemin que je devais parcourir commençait par ce premier pas, petit mais ferme et lucide. J'ai fermé la fenêtre et déposé un baiser sur le front de Chloé. Dehors, la pluie avait cessé et l'air s'était rafraîchi, mais dans mon cœur, une flamme brûlait. Son nom, protéger mon enfant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. La pluie avait cessé, mais l'air était encore humide et une brise matinale s'infiltrait par la fenêtre, apportant une odeur de terre mouillée. Je me suis levé sans faire de bruit pour ne pas réveiller Chloé. Elle dormait, serrant contre elle un vieil ours en peluche, sa respiration calme. J'ai remonté sa couverture, embrassé ses cheveux qui sentaient le shampoing pour bébé, et je suis allé dans le salon. Julien préparait du thé. La lumière jaunâtre projetait une longue ombre derrière son dos voûté. Il a levé la tête et a demandé à voix basse « Tu as bien dormi ?» J'ai hoché la tête. « Ça va. Ce matin, je dois retourner à l'école, voir Madame Leclerc. Et cet après-midi, nous avons rendez-vous avec l'assistante sociale. » Mon mari a posé la théière et a dit avec hésitation « Et si on attendait quelques jours de plus pour voir comment va Chloé ?» Même le médecin a dit que ce n'était pas certain. Je l'ai regardé plus longtemps que d'habitude. Attendre pourquoi? Pour que tout se calme et qu'on puisse se convaincre que rien ne s'est passé? Je ne peux pas faire ça. Tout doit être clarifié par des preuves objectives et des procédures officielles. C'est la seule façon de protéger Chloé et de nous protéger tous. Julien a baissé les yeux vers sa tasse de thé. Dans le silence, le tic-tac de l'horloge murale semblait anormalement fort. Je ne voulais pas le coincer ni transformer notre maison en salle d'interrogatoire. Si un adulte est injustement accusé, seule la vérité peut le disculper. S'il y a une faute, il faut y faire face et la corriger. Je lui ai servi une tasse de thé et j'ai dit lentement « Je n'accuse personne. Mais je serai du côté de la vérité et de mon enfant. » Julien a hoché la tête et sa main posée sur la table a légèrement tremblé avant de se serrer en un point, comme pour se calmer. J'ai réveillé Chloé en l'embrassant sur le front. Elle s'est frotté les yeux et a passé ses bras autour de mon cou. « On met la jolie robe aujourd'hui ?» ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix joyeuse. Chloé a acquiescé, mais au moment de l'habiller, elle s'est arrêtée, agrippant le bas de sa jupe et me regardant avec appréhension. J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai murmuré « C'est bon, maman est là ». Elle s'est enfin détendue, et je lui ai appliqué une fine couche de pommade, comme me l'avait conseillé le docteur Dubois. En accomplissant ce geste délicat,
les paroles de ma mère me sont revenues à l'esprit. Fais les choses selon la procédure, une par une, sans paniquer. Dans ce désarroi, le fait de savoir qu'il y avait un chemin à suivre me rassurait un peu. En arrivant à l'école, Madame Leclerc nous attendait à l'entrée. Son visage bienveillant a un peu allégé mon cœur. Chloé a couru se blottir contre ses jambes et la directrice lui a caressé la tête en l'emmenant vers la bibliothèque où la psychologue l'attendait avec un livre d'images. Je me suis assise dans le bureau des entretiens. Quelques minutes plus tard, Julien est entré, l'air fatigué comme s'il n'avait pas dormi. La directrice a allumé l'ordinateur et a dit d'une voix claire « Voici le plan pour aujourd'hui. Nous allons revoir les enregistrements de la période que nous avons examinée hier. L'équipe technique a travaillé toute la nuit pour essayer de récupérer la partie où le signal a été perdu. Simultanément, j'ai rédigé un rapport d'incident et l'ai transmis aux autorités compétentes, conformément au règlement. Nous mènerons toutes les actions de manière transparente et procédurale pour protéger à la fois l'enfant et l'école. Nous avons observé attentivement les images de Chloé dans sa robe jaune. Elle tenait une figurine de chat en plastique et s'approchait du lavabo sous la surveillance d'une maîtresse. Les premières minutes étaient si banales que je me demandais pourquoi j'avais passé une nuit si angoissante. Puis nous sommes arrivés aux 10 minutes de vidéo du couloir qui avaient été récupérées. Comme un souvenir reconstitué, l'écran était rempli de parasites gris. Dans la petite pièce, j'entendais les battements de mon propre cœur. La directrice est retournée et a dit « Les archives indiquent une instabilité de l'alimentation électrique à ce moment-là à cause de l'orage. Mais l'équipe technique pense qu'il y a une chance de récupérer les images. Ils continuent de travailler, mais cela prendra du temps. » J'ai hoché la tête. Ce que je craignais le plus, c'était d'être consumé par cette ambiguïté, que le doute devienne un fantôme hantant notre maison. La directrice a sorti un fan dossier. En plus des caméras, nous avons examiné le journal de garde et les fiches d'activité. Ce matin, la maîtresse de Chloé a ajouté une information. Hier, la mère de Léo, Madame Valois, est venue chercher son fils plus tôt que d'habitude. Il pleuvait beaucoup, la maîtresse était occupée à ranger les jouets, et Madame Valois est passée par le couloir pour emprunter un parapluie. Au nom de Madame Valois, je me suis souvenu de Léo, le garçon turbulent dont Chloé m'avait parlé. Mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore. J'ai tout noté pour ne rien oublier. J'ai demandé à rencontrer Madame Valois, la directrice l'a appelée, et elle est arrivée peu après. Trentenaire, très maquillée, elle est entrée avec une forte odeur de parfum, mais son regard est devenu anxieux en voyant l'assistante sociale assise dans un coin. Je l'ai saluée poliment et lui ai dit que je voulais juste confirmer qu'elle avait bien emprunté un parapluie. Elle a acquiescé. Oui, hier, je suis passé par le couloir pour prendre un parapluie au porte-parapluie près de la loge du concierge. Il y avait une tempête. Je suis parti en vitesse. Je lui ai demandé si elle avait vu Chloé avec quelqu'un. Elle a secoué la tête. Non, je n'ai vu personne. Désolé. Je n'avais aucune raison d'insister. La franchise est rare entre adultes, mais je voulais croire en la bonne foi des gens jusqu'à preuve du contraire. Après cela, je suis passé par la salle de consultation psychologique où Chloé coloriait. La psychologue m'a dit à voix basse. L'enfant semble un peu effrayé quand on parle de la salle de bain, mais émotionnellement, elle est stable et se repose davantage sur sa mère. Continuez à maintenir une routine normale, ne la questionnez pas et ne la faites pas se sentir spéciale. Et surtout, n'utilisez jamais de mots effrayants ou durs devant elle. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Ces directives concrètes m'aidaient à mettre de l'ordre dans mon esprit confus. Avant de rentrer, j'ai appelé ma mère pour lui faire un bref compte-rendu. Elle m'a suggéré d'allumer une bougie et de prier pour que nos ancêtres veillent sur l'enfant. J'ai soudain ressenti le besoin de ce réconfort traditionnel. Non pas qu'une bougie et une prière puissent faire des miracles, mais c'était comme un rituel qui me rappelait mes racines. J'ai préparé un repas simple, l'ai posé sur la table comme une offrande à mes aïeux, et j'ai simplement prié pour la paix de ma fille. Julien se tenait derrière moi et a retenu son souffle en m'entendant prier. Quand je me suis retourné, il m'a regardé et a dit « Cet après-midi, je pourrais emmener Chloé au parc pour qu'elle prenne l'air. » J'ai réfléchi un instant et j'ai dit « Demain, cet après-midi, nous devons aller à l'ASE. » Mon mari a juste dit « D'accord » et s'est retourné pour débarrasser la table. J'ai senti la fatigue peser sur ses épaules comme un lourd manteau trempé. L'après-midi,
La rencontre avec l'assistante sociale de l'ASE s'est déroulée de manière très sérieuse. Ils m'ont conseillé de tenir un journal détaillé, heure des repas, de sommeil, réaction pendant le bain et tout ce que l'enfant pourrait dire. Ils m'ont dit de conserver tous les reçus et ordonnances, et si j'avais déjà publié des photos ou des vidéos de ma fille, de les télécharger pour les sauvegarder hors ligne et de rendre tous les comptes privés. Ne supprimez rien à la hâte, a dit l'assistante. Supprimer, c'est effacer les traces. Conservez tout pour pouvoir comparer si nécessaire. J'ai eu la chair de poule en pensant au moment où Julien publiait des photos de Chloé sur les réseaux sociaux, à son sourire innocent devant l'objectif. Je me suis juré que ce soir, en rentrant, je changerai les mots de passe et désactiverai tous les paramètres de partage public liés à mon enfant. En arrivant à la maison, alors que je rangeais les papiers, mon téléphone a sonné. C'était un message de Madame Leclerc. Madame, l'équipe technique a réussi à récupérer 7 des 10 minutes où le signal était coupé. Si vous le souhaitez, pourriez-vous venir à l'école maintenant pour visionner les images avec nous? J'ai regardé l'heure. Le soleil se couchait. J'ai appelé Julien, lui ai demandé de préparer une soupe pour Chloé et lui ai dit que je revenais vite. Mon mari m'a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Reste avec Chloé à la maison. Le soir, la cour de l'école vide était seulement éclairée par la lumière de la loge du concierge. Dans le bureau de l'équipe technique, 3 personnes étaient assises autour d'un moniteur. La directrice m'a fait signe d'approcher. La vidéo récupérée était floue, comme si on regardait à travers une vitre sous la pluie. Sur les murs du couloir, il y avait des dessins d'enfants, et des lumières clignotaient par endroits. À l'écran, Chloé est apparue dans sa robe jaune. Elle tenait toujours sa figurine de chat en plastique. À côté d'elle se tenait un garçon que je ne connaissais pas. Il portait un bonnet avec un dinosaure et un anorak bleu foncé. Ils marchaient côte à côte, se disant parfois quelque chose. Les 2 enfants se sont arrêtés au coin du couloir, puis l'image a légèrement tremblé et un adulte de grande taille, tenant un parapluie, a traversé l'écran. Son visage était à moitié caché. Il est passé sans s'arrêter, mais j'ai vu Chloé sursauter et serrer plus fort sa figurine de chat. Le garçon a pointé du doigt l'escalier de secours. Au moment où les 2 enfants regardaient dans cette direction, des gouttes de pluie ont éclaboussé directement l'objectif, et l'écran est devenu blanc pendant quelques secondes. Quand l'image est redevenue nette, Chloé était seule, adossée au mur. Ses vêtements étaient froissés, et ses yeux étaient rouges. Le garçon n'était plus là. J'ai senti mes bras se couvrir de frissons. C'est tout ce que nous avons pu récupérer, a dit le technicien. Les 3 dernières minutes, le signal était complètement perdu, impossible de les restaurer. J'ai dégluti difficilement. Qui est ce garçon? La directrice a consulté une liste et a secoué la tête. Il n'est pas dans la classe de Chloé. Il pourrait être dans la classe d'à côté. Mais avec le bonnet et l'anorak, son visage est difficile à voir. Même les maîtresses ne sont pas sûres. J'ai regardé l'écran à nouveau, cherchant le moindre indice. Le bonnet de dinosaure avec un liseré rouge, l'anorak avec un petit logo sur la poitrine, le pantalon gris. Ces détails insignifiants me semblaient aussi précieux que de l'or. La directrice a promis de vérifier chaque classe et de convoquer les parents le lendemain après-midi pour une identification. J'ai pris une capture d'écran pour la transmettre à l'assistante sociale. En sortant, l'air de la nuit était assez froid. Debout sous un arbre, j'ai senti mon cœur se serrer, comme si ces 3 minutes vides à l'écran étaient un trou profond qui avait avalé la paix de ma famille. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis répété « Ne laisse pas les suppositions l'emporter sur la vérité ». Un pas après l'autre, quand je suis rentré, Chloé dormait. Julien était assis à côté de son lit, la main posée sur le bord de la couverture. En me voyant, il s'est levé avec un sourire forcé. Elle a mangé la moitié de sa soupe et s'est endormie tout de suite. J'ai hoché la tête et lui ai brièvement décrit la vidéo de 7 minutes. Mon mari a demandé s'il y avait un inconnu. J'ai répondu honnêtement. Il y avait un garçon avec un bonnet de dinosaure et un adulte dont on ne voyait pas le visage est passé avec un parapluie. Julien s'est mordu la lèvre et une émotion difficile à lire a traversé ses yeux. J'ai ajouté « Demain, l'école organise une identification avec les parents. Viens avec moi. » D'accord. Cette nuit-là, j'ai allumé l'ordinateur, changé les mots de passe de tous mes comptes et rendu privé tout le contenu lié à Chloé. J'ai déplacé les photos sur un disque dur externe, les classant par date, anniversaire,
Noël, etc. Chaque photo me serrait le cœur, pas par honte, mais par pitié pour mon enfant. J'ai envoyé un email au docteur Dubois pour l'informer de la situation et demander un rendez-vous officiel de suivi psychologique pour moi et ma fille. Je redevenais celle que j'étais avant, une mère qui connaît la peur et le tremblement, mais qui n'abandonne jamais. Alors que j'éteignais l'ordinateur pour aller me coucher, l'écran de mon téléphone s'est rallumé. C'était un message d'un numéro inconnu. N'allez pas plus loin. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. J'ai serré mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre. Un seul message, sans expéditeur ni photo de profil. J'ai fait une capture d'écran et l'ai immédiatement envoyée à l'assistante sociale. J'ai ajouté « Je continuerai de coopérer et veuillez ajouter ce message de menace au dossier ». Puis j'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. La peur était toujours là, mais je savais que j'avais posé une nouvelle brique sur le chemin que je devais suivre. De retour dans la chambre, Chloé respirait calmement, serrant son ours en peluche. Mon mari était allongé, me tournant le dos. Je me suis glissé sous la couverture, me suis allongé à côté de ma fille, et j'ai regardé le plafond. Dans le noir, j'ai murmuré comme une prière. Mes aïeux, veillez sur ma Chloé et donnez-nous, les adultes, le courage d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Dehors, quelque part, une feuille morte a heurté un barreau de fer en faisant un tout petit bruit. J'ai fermé les yeux, et j'ai serré ma fille plus fort. Demain, je continuerai d'avancer. Je rencontrerai les parents, je coopérerai avec la directrice, et je demanderai la soumission des journaux de log technique du système de vidéosurveillance. Et si nécessaire, je prendrai un avocat, non pas pour attaquer quelqu'un à tout prix, mais pour que tout ce que je dis et fais soit sensé, légal et sans honte pour ma conscience. Le lendemain matin, le ciel était encore sombre, et le chant des moineaux sous l'avant-toit apportait un peu de vie au silence. J'ai regardé Chloé, elle dormait encore profondément, ses joues roses, sa respiration régulière. Chaque fois que je la voyais, je me disais que je devais être forte. Quoi qu'il arrive, aussi dur que soit la vérité, je lui ai remonté sa couverture et je suis allé doucement dans le salon. Julien était déjà levé, assis à la table. Devant lui, son téléphone et une tasse de café fumante. En me voyant, il a levé la tête et quelque chose d'étrange a traversé son regard avant qu'il ne force un sourire. L'identification des parents à l'école, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, la directrice a dit à 10 heures. Viens avec moi. D'une voix rauque, il a répondu un petit « oui », son regard toujours fixé sur sa tasse de café qui tremblait légèrement. Après avoir donné son petit déjeuner à Chloé, je l'ai confié un moment à une voisine et je suis parti avec mon mari pour l'école. La cour était vide en ce début de matinée et les arbres en fin de saison laissaient tomber quelques feuilles. La directrice nous a accueillis avec un visage plus grave que d'habitude. Merci d'être venu tôt. Pour identifier le bonnet de dinosaure de la vidéo, j'ai convoqué tous les parents de la classe de Chloé et de la classe d'à côté. J'ai acquiescé, une tension montait en moi, comme si j'allais faire face à quelque chose d'inattendu. La salle de réunion était pleine de parents, certains curieux, d'autres inquiets, d'autres encore agacés par cette convocation soudaine. Sur le grand écran à l'avant, la vidéo récupérée tournait en boucle. Quand l'image du garçon au bonnet de dinosaure est apparue, la salle est devenue silencieuse. Un jeune homme grand, en chemise blanche, a légèrement froncé les sourcils et a murmuré à la maîtresse à côté de lui. « On dirait mon fils. » Je l'ai regardé. Il s'est présenté comme le père de Tanji, un enfant de la classe d'à côté. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a baissé la tête et a dit lentement « Ce bonnet, je le lui ai offert pour son anniversaire. Mais je me souviens qu'il l'a laissé à la maison hier, et quand je lui ai demandé ce matin, il m'a dit qu'il ne l'avait pas pris. » Un brouhaha remplit la salle. La directrice a demandé d'une voix calme « Pourriez-vous faire venir Tanji ici, s'il vous plaît? Nous aimerions vérifier. » Il a hoché la tête et a passé un appel. Peu après, une maîtresse a amené Tanji. L'enfant, d'environ 5 ou 6 ans, avait la peau claire et un regard espiègle, mais il s'est caché derrière la maîtresse en voyant autant de monde. La directrice a relancé la vidéo et, montrant l'écran, a demandé « Tanji, est-ce que c'est bien toi ?» Tanji a regardé l'écran, a secoué la tête vigoureusement et a dit d'une toute petite voix « Ce n'est pas moi. Je ne suis pas allé avec Chloé. J'ai regardé l'enfant dans les yeux. »
Il n'y avait pas de mensonge dans son regard, mais une peur évidente. La directrice a soupiré légèrement, a éteint la vidéo et a demandé à tout le monde de garder son calme, expliquant qu'un autre enfant aurait pu prendre le bonnet ou qu'ils auraient pu l'échanger, et qu'elle continuerait de vérifier. Après la réunion, la plupart des parents sont partis, mais je suis resté avec mon mari, la directrice et le technicien. J'ai demandé à voix basse: est-il possible de vérifier les journaux de log technique pour voir si quelqu'un a accédé au système de vidéosurveillance pendant la coupure de signal? Le technicien a acquiescé. Oui, le système enregistre toutes les activités, mais seul un administrateur y a accès. La directrice a immédiatement appelé le responsable de la sécurité et lui a fait signer une demande d'extraction des logs de ce jour-là. Quand les résultats sont apparus à l'écran, j'ai découvert qu'il y avait eu une connexion inhabituelle pendant ces 10 minutes précises. La connexion avait été faite avec un compte secondaire de l'école, celui du responsable de la communication. La directrice s'est figée un instant, puis s'est tournée vers moi et a dit: « C'est mon mari. Il est responsable de la communication de l'école, mais il avait signalé qu'il ne travaillait pas ce jour-là. Je vais vérifier à nouveau. » L'air dans la salle de réunion est devenu lourd. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de regarder la directrice. Dans son regard, il y avait un mélange d'empathie et d'inquiétude. Je sais qu'il y a des vérités dont on craint la révélation, mais il y a aussi des vérités qu'on craint simplement d'affronter. La directrice a rapidement retrouvé son calme et a dit à voix basse: « Madame Élise, ne vous inquiétez pas. Je vais clarifier cette situation. Si quelqu'un est en faute, je ne le couvrirai absolument pas. » J'ai hoché la tête. En sortant dans la cour, le vent faisait bruisser les branches et les feuilles s'envolaient. Dans mon esprit, un sentiment complexe de espoir et de lourdeur se mélangeait. Sur le chemin du retour, mon mari était silencieux. Je lui ai demandé: « Qu'en penses-tu » Il a répondu à voix basse: « C'est peu. Être juste une coïncidence. Il a pu se tromper d'heure de connexion. » J'ai regardé par la fenêtre. Le défilé des passants ressemblait à une bande grise. Je ne veux pas de coïncidence. Je veux des faits précis. Mon mari n'a plus rien dit, se contentant de soupirer légèrement. Certains silences entre époux ne naissent pas de la haine, mais du fait que l'un attend la vérité tandis que l'autre craint qu'elle ne soit révélée. L'après-midi, j'ai emmené Chloé à sa première séance avec le docteur Dubois. Le cabinet était une petite pièce remplie de peluches. Chloé était blottie sur mes genoux. Le docteur Dubois a posé quelques questions douces, puis lui a donné des crayons de couleur et lui a demandé de dessiner ce dont elle se souvenait d'un jour triste. Après un long silence, Chloé a dessiné une petite fille seule dans un couloir sous la pluie. À côté d'elle, il y avait une figurine de chat en plastique, et au loin, on voyait un parapluie bleu foncé. En voyant ce dessin, j'ai senti un froid glacial m'envahir. Le médecin m'a regardé et a hoché la tête en silence. L'enfant a une bonne mémoire. Mais pour l'instant, ne la questionnez pas davantage. Il ne faut pas lui faire peur. J'ai pris la main de ma fille et j'ai senti ma propre voix trembler. Oui, je comprends. Le soir, de retour à la maison, après avoir couché Chloé, je me suis assise dans le salon. Mon mari regardait la télévision, mais son regard vide n'était pas concentré sur l'écran. Je lui ai demandé: « Tu me caches quelque chose ?» Il a sursauté et s'est tourné vers moi. « Non, pourquoi tu me demandes ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Hier, j'ai reçu un message de menace d'un inconnu, me disant de ne pas aller plus loin. Je n'ai informé que les autorités. Mais si tu sais quelque chose, j'aimerais que tu me le dises honnêtement. Mon mari est resté assis en silence, ses mains posées sur ses genoux tremblaient légèrement. Après un moment, il a répondu d'une voix basse: « Je ne sais pas qui l'a envoyé. Mais Élise, parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Plus tu creuses, plus c'est Chloé qui finira par être blessée. » En entendant ces mots, j'ai eu la chair de poule. C'était exactement le contenu du message de la veille. Je l'ai regardé. Ce visage qui m'était si familier me paraissait maintenant étrangement effrayant. Il a évité mon regard, s'est levé et a éteint la télévision. « Il est tard. Va te coucher. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans ma tête, le parapluie bleu dessiné par Chloé et la silhouette de la personne au parapluie sur la vidéo se superposaient. Soudain, je me suis souvenu que ce matin, à l'école, la directrice avait mentionné que son mari utilisait justement un parapluie bleu. Mais, si ce n'était pas lui, qui était-ce?
Ou quelqu'un a-t-il délibérément manipulé les images et effacé les journaux de log? Toutes les hypothèses me déchiraient le cœur comme des lames de rasoir. Je me suis levé, j'ai allumé l'ordinateur, et je suis allé sur l'ancien compte de réseaux sociaux de mon mari. Je me suis souvenu qu'il avait une chaîne personnelle où il publiait des vidéos de Chloé, mais qu'elle n'avait pas été mise à jour récemment. La page était passée en privé, et la description disait « Interruption temporaire pour raisons personnelles ». J'ai fouillé dans un ancien dossier de vidéos que j'avais sauvegardé sur l'ordinateur. Parmi des dizaines de vidéos de Chloé dansant et chantant, j'ai trouvé un fichier au nom étrange. Chloé, douceur. J'ai ouvert le fichier. À l'écran, on voyait Chloé chanter, puis l'image passait rapidement à une scène d'elle prenant son bain. La vidéo était floue, filmée en contre-plongée, mais il était évident que ce n'était pas elle qui l'avait filmée. Je suis resté figé. Mon cœur semblait s'être arrêté, et mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher la souris. Quelqu'un avait ajouté une musique de fond, et même des effets de lumière. J'ai vu un filigrane dans le coin inférieur droit de l'écran. Julien Créa. Un nom que je n'avais jamais entendu. J'ai fermé la vidéo, à bout de souffle. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. J'ai regardé en direction de la chambre où dormaient mon mari et ma fille. Mon cœur battait la chamade, et une confusion intense m'a submergé comme une vague. J'ai compris à cet instant que ma bataille ne s'arrêterait plus à la simple recherche de la vérité. Elle entrait dans une nouvelle phase, où une mère devait se battre entre la lumière et l'ombre, entre la confiance et la peur, pour retrouver la paix de son enfant. Le matin, j'étais assise sur le canapé. Dans mes mains qui tremblaient encore, je tenais une clé USB sur laquelle j'avais copié la vidéo. Je n'avais pas dormi de la nuit. Les images de la vidéo revenaient comme un cauchemar, me remplissant de peur, de colère et de chagrin au point de m'étouffer. Quelqu'un aurait pu mettre ce fichier par erreur. J'essayais de me convaincre, mais l'angle de prise de vue, la lumière et même la disposition de la pièce. Tout correspondait à notre salle de bain. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Je savais que je devais maintenant affronter une vérité cruelle. L'instinct d'une mère, aussi douloureuse soit-elle, ne permet pas de détourner le regard. Mon mari est sorti de la chambre, cheveux en désordre, regard fatigué. Il a été surpris de me voir encore assise là et a demandé « Pourquoi es-tu levée si tôt? Tu n'as pas dormi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix étrangement calme « J'ai quelque chose à te dire. » Mon mari s'est arrêté. Il a probablement senti quelque chose d'inhabituel dans ma voix. Il a hoché la tête en silence et s'est assis en face de moi. J'ai posé la clé USB sur la table. « Tu connais ça ?» Il a jeté un coup d'œil et a fait semblant de ne pas savoir. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai ouvert mon ordinateur portable, inséré la clé USB et lancé la vidéo. L'écran s'est allumé et le son de la vidéo a résonné dans le salon silencieux. Le visage de mon mari est devenu livide, ses mains se sont crispées, et ses lèvres ont bougé comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai mis la vidéo en pause, et je l'ai regardée fixement. Ma voix tremblait, mais elle était claire. « Explique-moi. » Mon mari est resté longtemps silencieux, puis il a soupiré et a tenté de dire d'un air calme. « Élise, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est là. » J'ai ri amèrement. « Tu ne sais pas. » Cet angle de prise de vue, notre salle de bain, la lumière jaune, le pot de fleurs dans le coin droit, tout vient de chez nous. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Qui entrerait chez nous pour filmer ça et le mettre sur Internet? Mon mari a baissé la tête, les mains jointes, des gouttes de sueur perlant sur son front. Après un moment, il a dit d'une voix tremblante et basse, « C'était juste pour m'amuser. Je voulais faire une vidéo de famille, mais je ne savais pas que quelqu'un d'autre l'avait prise. Je te jure, il n'y avait aucune mauvaise intention. » Je me suis levé d'un bond. Des larmes chaudes ont jailli. « Pour t'amuser, tu as filmé ta fille de 4 ans dans son bain pour t'amuser, tu as ajouté de la musique, tu as fait un montage, et tu l'as mis sur Internet? Sais-tu ce que les gens peuvent faire avec ce genre de vidéo? » Ma voix sortait, brisée par les sanglots. Mon mari s'est approché pour essayer de me prendre la main, mais je me suis reculé comme si j'évitais une flamme. « Je suis désolé, » a-t-il balbutié. Je ne savais vraiment pas que c'était si grave. Je voulais juste garder un souvenir. J'ai coupé sa parole. Ma voix était glaciale. Un souvenir qui blesse l'honneur et l'enfance d'un enfant n'est pas un souvenir. C'est un crime. Ce jour-là, j'ai vécu comme une âme en peine. Dans sa chambre, Chloé jouait avec ses poupées.
ignorant complètement la douleur sans nom que sa mère endurait. J'ai fait des captures d'écran des preuves et les ai envoyées au docteur Dubois et à l'assistante sociale. J'ai ajouté une courte description. J'ai découvert une vidéo portant atteinte à la vie privée de mon enfant. Une vérification de la protection des données et de la source de diffusion est nécessaire. Ils m'ont répondu rapidement, me demandant d'apporter tous les appareils le lendemain matin. J'ai pleuré en lisant leur message. Non pas de peur, mais de soulagement d'avoir enfin fait un pas sur un chemin que beaucoup de mères évitent. Le soir, mon mari était étrangement silencieux. Il ne me regardait pas, ne parlait pas à notre fille, et restait assis, hébété, sur le balcon. La lumière des lampadaires rendait son visage pâle, et de loin, il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. J'ai rangé la maison en silence. Mon esprit était en plein chaos. Je pensais que mon mari n'avait peut-être pas de mauvaises intentions. Mais la négligence dont il avait fait preuve envers son enfant était en soi une faute. Il avait ouvert la porte au danger, et le résultat, c'étaient les larmes de ma fille et les miennes. Cette nuit-là, alors que je couchais Chloé, mon téléphone a sonné. C'était un message de Madame Leclerc. « Madame, je dois vous voir de toute urgence. J'ai quelque chose à vous dire concernant le compte du responsable de la communication d'hier. Mon cœur s'est emballé. Je suis allé dans le salon et j'ai immédiatement appelé. Au bout du fil, la voix de la directrice tremblait. J'ai vérifié, et c'est bien le compte de mon mari qui s'est connecté au système ce jour-là. Mais il dit que c'est M. Julien qui lui a demandé de le lui prêter. Je suis resté figé sur place. Pardon? Quoi? Monsieur Julien lui a envoyé un message disant qu'il voulait prendre quelques vidéos des activités de Chloé pour les mettre dans une vidéo de promotion de l'école. Il lui a demandé de lui prêter les droits d'accès. Mon mari l'a cru et lui a donné un accès temporaire de 15 minutes, et c'est pile à ce moment-là que le signal a été coupé. Je me suis effondré sur une chaise. J'avais la tête qui tournait. Tous les indices menaient finalement à un seul endroit. Je ne savais pas si je devais pleurer ou crier. J'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps se glaçaient. La directrice a ajouté, la voix rauque. J'ai soumis l'intégralité des journaux de connexion à la police. Ils vous contacteront bientôt. S'il vous plaît, soyez forte. J'ai dit merci, mais ma voix semblait venir de très loin, à peine audible. J'ai raccroché et je suis retourné dans la maison. Mon mari était toujours assis sur le balcon, sa cigarette se consumant dans le vent. Je me suis approché. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai demandé à voix basse. « Tu as demandé à accéder au système de l'école ?» Il a sursauté, ne s'attendant manifestement pas à ce que je le sache. « Élise, qui t'a dit ça ?»« Madame Leclerc. » Ma voix était calme, mais chaque mot était comme une lame. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mon mari a baissé la tête. Ses deux mains agrippaient la rambarde. Je voulais juste faire une vidéo pour l'anniversaire de Chloé. Je voulais juste ajouter quelques vidéos de ses activités. Je n'avais pas l'intention d'effacer les enregistrements. Ce doit être une erreur du système. J'ai ri en pleurant. Vous pouvez encore mentir. Julien, vous pensez toujours que c'est une affaire sans importance? Vous êtes en train de détruire votre propre fille, et vous ne vous en rendez même pas compte. Il s'est levé pour essayer de me prendre la main. S'il te plaît, ne préviens pas la police. Je jure que j'effacerai tout. J'ai eu tort. J'ai retiré ma main et je l'ai regardé avec des yeux remplis d'une douleur plus grande que la colère. Ce n'est pas par vengeance que je préviens la police. C'est pour protéger Chloé. Une enfant a besoin d'une mère qui se bat pour elle avec courage, pas d'une femme qui a peur de sauver les apparences. Et vous devez apprendre à assumer la responsabilité de vos actes. Cette nuit-là, j'ai rempli la plainte. Ma main tremblait en tenant le stylo, mais chaque trait était ferme. Je ne voulais détruire personne, pas même mon mari, mais je devais choisir le bon chemin, celui qui protégeait mon enfant. Chaque mot que j'écrivais semblait déchirer en 1000 morceaux le lien tissé par 10 ans de mariage. Je savais que plus rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, quand la police est venue pour l'enquête, mon mari n'était pas là. Son téléphone était éteint. Je leur ai remis tous les documents, ainsi qu'une déclaration claire. Le docteur Dubois est également venu pour m'apaiser et me conseiller sur la manière de protéger la psychologie de Chloé à l'avenir. Une fois tout cela terminé, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la petite ruelle. Le soleil du matin se déversait sur les toits des immeubles. J'avais mal au cœur, mais en même temps, je me sentais plus légère.
Je savais que j'étais sur la bonne voie. L'après-midi, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais la voix était familière. Madame Élise, c'est Michel, de Vidéo Passion. J'ai reçu votre message concernant la vidéo. Je pense que vous devriez savoir, la personne qui m'a envoyé cette vidéo, c'est votre mari. Je suis resté figé. Au bout du fil, la voix était calme, mais chaque mot était une lame. Il m'a dit que c'était un clip artistique sur l'amour paternel. Il m'a demandé de régler la luminosité et d'ajouter une musique de fond. Je ne savais pas qu'il y avait des éléments aussi sensibles. Si nécessaire, je peux soumettre tous les messages et le fichier original aux enquêteurs. J'ai raccroché et j'ai pleuré à chaudes larmes. Il n'y avait plus d'excuses, plus d'espoir auquel se raccrocher. Je suis entré dans la chambre. J'ai vu Chloé qui coloriait. Son visage innocent me déchirait le cœur. Je me suis agenouillé et je l'ai prise dans mes bras. Mes larmes ont mouillé son col. Chloé a levé la tête et a demandé « Maman, pourquoi tu pleures ?» J'ai forcé un sourire. Ce n'est rien. C'est juste que ma fille me fait tellement de peine. L'enfant a tendu les bras et a entouré mon cou. D'une voix innocente, elle a dit « Moi aussi je t'aime, maman ». Je l'ai serré encore plus fort. À ce moment-là, j'ai compris. Même si le monde s'écroulait, tant que j'avais cet enfant à mes côtés, j'avais une raison de vivre, une raison de me relever, et une raison de protéger jusqu'au bout la chose la plus petite, mais la plus sacrée de ma vie, l'enfance de ma fille. Le lendemain matin du passage de la police, l'air dans la maison était d'une lourdeur suffocante. Chaque recoin semblait porter les stigmates de l'enquête de la veille, une odeur de papier et d'encre, et l'odeur persistante des mensonges. Chloé dormait encore profondément, ses cheveux en désordre, couvrant son front. Je la regardais avec une tendresse indicible. Elle était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, mais moi, je ne pouvais plus rester naïve. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. La voix calme et claire de l'enquêteur s'est fait entendre. Madame Élise, Monsieur Julien s'est présenté de lui-même ce matin. Il a reconnu avoir demandé le montage de la vidéo à la personne de Vidéo Passion. Nous allons saisir le matériel informatique concerné, mais soyez rassurés pour l'instant. Toutes les données ont été sécurisées, et il n'y a pas eu d'autre diffusion. Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. Merci. J'espère seulement que cette affaire sera résolue rapidement pour que ma fille retrouve sa tranquillité. J'ai raccroché, mais mes mains tremblaient encore. Mon mari s'était rendu. Je ne pensais pas qu'il en aurait le courage. Il avait probablement eu peur, lui aussi, mais sa peur n'était arrivée qu'une fois toutes les portes fermées. Je ne ressentais plus de colère. J'étais juste vide, comme quelqu'un qui a vu la maison qu'il a construite avec confiance s'effondrer en un instant. Cet après-midi-là, je suis allé au commissariat pour une déposition complémentaire. Dans la petite salle d'interrogatoire, la lumière froide des néons éclairait les visages tendus de tout le monde. Mon mari était assis de l'autre côté de la table, les mains jointes, la tête baissée. Quand je suis entré, il a levé la tête. Son regard était un mélange de culpabilité et de peur. J'ai gardé mon sang-froid, et je lui ai juste fait un signe de tête sans dire un mot. L'enquêteur a relu le procès-verbal, confirmant la déclaration de mon mari, selon laquelle il avait envoyé la vidéo à Vidéo Passion sans se douter du potentiel d'exploitation malveillante. Quand on m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter, j'ai dit clairement « Je ne veux pas acculer mon mari, mais je souhaite que la vérité soit clairement établie et que les autorités garantissent la sécurité de ma fille. Ma seule demande est que Chloé ne soit plus blessée. » L'enquêteur a hoché la tête en prenant des notes, et dans son regard, au-delà de l'attitude professionnelle, il y avait une pointe de compassion. L'après-midi, je suis allé chercher Chloé à l'école. Madame Leclerc est sortie m'accueillir et m'a dit d'une voix douce « Chloé s'est très bien amusée aujourd'hui. Elle n'a pas arrêté de rire. Soyez rassurée, madame. » Nous avons également tenu une réunion pour renforcer la protection de la vie privée de tous les élèves. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé. J'ai forcé un sourire. Personne n'aurait pu le prévoir, madame la directrice. L'important est de corriger le tir. J'ai pris Chloé dans mes bras. Sa chaleur semblait apaiser les blessures de mon cœur. Sur le chemin du retour, Chloé a dit soudainement « Maman, je vais te dessiner un cadeau. Je vais nous dessiner au parc, toi et moi. » J'ai demandé « Et papa ?» L'enfant est resté silencieuse un instant, puis a répondu « Papa est loin. Il doit être occupé. » Ces mots innocents m'ont serré le cœur.
J'ai doucement caressé ses cheveux, ravalant une boule dans ma gorge. Parfois, les enfants n'ont pas besoin de connaître toute la vérité. Ils ont juste besoin de se sentir en paix, et c'est le devoir des adultes de protéger cette paix. Le soir, j'ai reçu un message de l'enquêteur. Madame Élise, il a été confirmé que la vidéo originale n'a été transmise qu'à une seule personne et n'a pas été diffusée. Les agissements de M. Julien ne relèvent pas du pénal, mais ils constituent une violation potentielle du droit à l'image de l'enfant, ce qui entraînera une procédure administrative. Si vous êtes d'accord, nous pouvons également vous orienter vers une procédure de soutien psychologique pour l'enfant. J'ai lu chaque mot attentivement et j'ai soupiré. D'un côté, j'étais soulagé, mais de l'autre, j'étais encore meurtri. La loi peut clore un dossier, mais les cicatrices dans le cœur d'une mère ne guérissent pas si facilement. Les jours suivants, j'ai emmené Chloé régulièrement voir le docteur Dubois. À chaque séance, le médecin la faisait dessiner et jouer à des jeux de rôle, lui apprenant peu à peu à exprimer ses émotions. Chloé a recommencé à rire et à chantonner de temps en temps comme avant. Le médecin m'a dit « Traitez-la normalement et n'évitez pas de parler de son père. Les enfants sont très sensibles. Si vous gardez votre calme, elle ira bien aussi. » J'ai hoché la tête. Je n'en voulais plus à mon mari. L'être humain ne prend conscience de la valeur du bien qu'après avoir commis des erreurs. Un après-midi de week-end, j'ai emmené Chloé au parc du Luxembourg. Le soleil s'étalait sur la pelouse verte et le vent transportait un parfum de fleurs. L'enfant courait partout, riant aux éclats. Assis sur un banc, je la regardais avec un sentiment mêlé de sérénité et de tristesse. À côté, un jeune couple prenait des photos de leur enfant. La mère lui arrangeait les cheveux, et le père, tenant l'appareil, disait en souriant « Allez, regarde ici et souris. » J'ai soudain eu la chair de poule. C'était une scène banale, mais pour moi, elle ravivait un souvenir terrible. Je ne pouvais pas les arrêter, mais j'espérais intérieurement qu'ils réalisent que certains moments doivent rester en famille et non être exposés sur Internet comme des produits à la vue de tous. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert la porte, et la maison vide avait cette odeur particulière d'une maison sans homme. Aussi rancunière que je sois, je ne pouvais nier que mon mari avait été un bon père et un mari responsable. C'est juste qu'en un instant de bêtise, il avait lui-même poussé sa famille au bord du précipice. J'ai ouvert l'armoire, j'ai trouvé une chemise que mon mari avait laissée, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai rangée au fond d'un tiroir. Peut-être qu'un jour, quand tout se serait calmé, je le laisserai voir son enfant, pour que les deux apprennent à s'excuser, non pas l'un envers l'autre, mais envers l'enfant innocent, qui avait besoin d'un amour sans faille. Le soir, Chloé a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Maman, j'ai fini mon dessin. » J'ai regardé le dessin de ma fille. Une femme et une petite fille se tenaient la main sous un ciel étoilé. Dans un coin, il y avait une petite goutte de pluie, et l'enfant a dit que c'était son père qui veillait sur elle de loin. J'ai éclaté de rire à travers mes larmes. J'ai caressé ses cheveux et mon cœur s'est apaisé. D'une manière ou d'une autre, l'enfant avait gardé une place pour son père dans son petit cœur, et peut-être que je devais, moi aussi, apprendre d'elle la forme la plus pure du pardon. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé la ville, les lumières scintillantes, le bruit lointain des klaxons, les rires des passants. J'ai compris que la vie continue, peu importe les ruines que l'on laisse derrière soi. Je me suis assise à mon bureau, j'ai rempli quelques lignes d'un formulaire et je l'ai envoyé aux autorités. J'y confirmais avoir pris connaissance de toutes les conclusions et ne pas souhaiter de sanctions supplémentaires. Ce n'était pas pour le protéger, mais parce que je croyais que la plus grande punition pour mon mari n'était pas le jugement de la loi, mais de devoir faire face, chaque nuit, à lui-même et aux yeux clairs de sa fille. Avant de m'endormir, j'ai embrassé Chloé sur le front. L'enfant s'est agité et a marmonné dans son sommeil. « Maman, ne sois plus triste. » J'ai souri doucement. « D'accord, maman n'est plus triste. » Et je me suis allongé en silence, écoutant le bruit du vent qui soufflait par la fenêtre. Dehors, une nouvelle saison arrivait. Et je savais que ma vie aussi, la douleur se transformait en force, et elle recommençait, accompagnée d'un amour maternel que rien ne pouvait ébranler. Une fois l'affaire retombée, notre foyer a progressivement retrouvé une routine normale. Mais cette normalité ne serait plus jamais la même. Je continuais de travailler dans mon agence de design d'intérieur, d'aller chercher Chloé à l'école chaque après-midi et de préparer le soir un dîner simple avec 2 assiettes
et un petit bol de soupe. Mais au fond de mon cœur, il restait une fissure invisible, une brèche de confiance qui ne pourrait jamais être comblée. Les premiers jours, Chloé demandait souvent « Maman, où est passé papa ?» Je répondais simplement « Papa est parti travailler loin ». Elle acceptait cette explication, mais chaque soir, elle regardait la porte d'entrée, attendant d'entendre le bruit familier de la clé dans la serrure. Je savais qu'un jour viendrait où elle comprendrait tout, et que tout ce que je pouvais faire était de l'aider à être assez forte pour pardonner à ce moment-là. Je ne lui ai pas appris la rancœur. Je croyais que la haine ne ferait que semer des graines d'obscurité dans le cœur d'une enfant qui devait grandir dans la lumière. Un matin, j'ai reçu un appel du commissariat. La voix de l'agent était douce. « Madame Élise, Monsieur Julien a remis tout son matériel et a coopéré pleinement à l'enquête. Il souhaite vous présenter ses excuses, ainsi qu'à votre fille. Il est actuellement en congé sans solde et attend la décision de son entreprise. » Je suis restée silencieuse. Un sentiment mêlé de pitié et de colère m'a envahi. Cet homme en qui j'avais cru et sur qui je m'étais appuyé était devenu un étranger, une ombre lointaine dans mes souvenirs. J'ai dit merci et j'ai raccroché. Mon cœur était lourd. Cet après-midi-là, en allant faire des courses avec Chloé, je suis tombé par hasard sur mon mari à la caisse du supermarché. Il avait visiblement maigri, son visage était émacié et son regard fatigué. Mais en voyant sa fille, une joie sincère a illuminé ses yeux. Chloé a crié « Papa !» et a couru vers lui. Avant que je puisse l'arrêter, elle s'est accrochée à ses jambes. Mon mari s'est penché et a caressé ses cheveux. Sa voix était rauque. « Tu m'as tellement manqué, ma puce. » Je me tenais à quelques pas de là, ne sachant pas si je devais m'approcher ou faire demi-tour. D'un côté, j'avais envie de crier, et de l'autre, j'étais soulagé de voir qu'il était au moins capable de regretter. Il a levé la tête, a croisé mon regard et a dit à voix basse « Je suis désolé, Élise ». Il a ajouté qu'aucun mot ne suffirait. J'ai répondu d'une voix calme « Je n'ai pas besoin d'excuses. Mais s'il te plaît, ne te montre pas sans ma permission. Chloé a besoin de temps. » Mon mari a baissé la tête sans rien dire. Il a doucement glissé un petit ours en peluche dans la main de sa fille et s'est retourné. Chloé a serré le cadeau contre elle et a demandé « Maman, pourquoi papa a l'air si triste ?» J'ai répondu à voix basse « Parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, ma chérie. » Cette nuit-là, j'ai regardé Chloé endormie, serrant son ours en peluche. La lumière de la veilleuse éclairait son visage, et je me suis souvenu du jour où je suis devenue mère pour la première fois, de ce moment sacré, petit et tremblant. J'ai réalisé que ma responsabilité n'était plus seulement d'élever mon enfant, mais de lui apprendre à faire face à ses blessures, avec un cœur bienveillant. Parfois, le pardon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force pour continuer à vivre. Une semaine plus tard, j'ai reçu un court message de mon mari. J'ai démissionné de mon ancienne entreprise. Je me suis inscrit à une formation sur la sécurité des données et la communication pour les enfants. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste faire ce qui est juste. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus de colère dans mon cœur, seulement une tristesse silencieuse. Être que l'on ne grandit qu'après avoir perdu ce que l'on a de plus précieux. Le temps a passé, l'hiver est arrivé, et j'ai emmené Chloé chez mes parents en Normandie. Ma mère était plus faible qu'avant, mais elle m'a préparé la soupe de légumes que j'aimais tant depuis mon enfance. Le soir, ma mère m'a demandé « Et maintenant, qu'allez-vous faire, toutes les deux ?» J'ai regardé la cour sombre et j'ai dit d'une voix aussi légère que le vent « Je ne sais pas encore. On va juste vivre comme ça pour l'instant. Chloé est encore petite. Je ne veux pas la perturber davantage. » Ma mère a hoché la tête. « Quoi que tu fasses, c'est bien. Fais juste en sorte que l'enfant soit en paix. La vie d'une femme, au final, se résume à savoir si elle a rendu son enfant triste ou heureux. » Le lendemain, Chloé a joué avec les enfants du village. En la regardant, j'ai réalisé qu'elle retrouvait peu à peu le sourire. Moi aussi, malgré mes blessures, je devais réapprendre à sourire. J'ai recommencé à écrire de courts textes, non pas pour les publier quelque part, mais pour me guérir. Chaque ligne était une bouffée d'air, un processus pour redevenir moi-même. De retour à Paris, j'ai reçu un email de Madame Leclerc. L'école maternelle avait terminé la mise à niveau de son système de sécurité des caméras, interdisant complètement l'accès en dehors des heures de travail, et avait commencé à organiser des formations pour les parents sur le droit à la vie privée des enfants.
La directrice m'a demandé de partager quelques mots lors de cette formation. J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Ce n'était pas pour raconter mon histoire. C'était juste pour dire aux autres parents de ne pas gâcher l'enfance de leurs enfants pour un moment de fierté. Parfois, protéger un enfant, ce n'est pas de la surprotection, c'est de connaître la frontière entre l'amour et l'exposition. La réunion de partage a eu lieu dans un petit auditorium chaleureux. À la fin de mon intervention, beaucoup de gens me regardaient avec les yeux rougis. Une jeune mère s'est approchée, m'a pris la main et m'a dit « Merci. Moi aussi, j'ai déjà posté des photos du bain de mon enfant sans réfléchir. Je comprends seulement maintenant. » J'ai souri et j'ai senti mon cœur s'alléger. Être que ma blessure devenait une leçon pour les autres et que c'était la manière la plus significative d'exister. Cette nuit-là, en rentrant, Chloé s'était endormie près de la fenêtre. Le clair de lune se déversait sur son visage, la faisant paraître aussi paisible qu'un ange. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit à voix basse « Tout va bien maintenant, ma puce ». Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon esprit vraiment en paix. La vie était longue, et quelles que soient les épreuves à venir, je savais que je ne laisserais jamais la peur l'emporter sur l'amour. De l'autre côté de la ville, mon mari recommençait probablement sa vie, lui aussi. Je ne cherchais plus à avoir de ses nouvelles, mais j'entendais parfois par des amis qu'il travaillait dans une association de protection de l'enfance. Cela ne m'a pas surprise. Être que tout le monde a une chance de réparer ses erreurs, à condition d'avoir le courage d'y faire face. Et au fond de mon cœur, j'espérais que lorsque Chloé grandirait, elle pourrait être fière de dire que ses parents, bien qu'ils aient fait des erreurs, n'avaient jamais abandonné. J'ai fermé la fenêtre et j'ai éteint la lumière. Dehors, l'air nocturne de Paris était frais et un léger parfum de fleurs flottait. J'ai souri. Mon esprit était léger, comme si j'avais déposé tout mon fardeau. Ma vie avait été brisée une fois, mais j'avais toujours ma fille, l'être le plus pur et le plus vrai. Un être qui me faisait croire que toutes les tempêtes finissent par passer. Le temps, comme un fleuve silencieux qui n'attend personne, a continué de couler. Chloé avait maintenant 6 ans. Elle était vive, souriante, et posait parfois des questions qui me touchaient au cœur. « Maman, dans mon nouveau dessin, je peux dessiner papa, mais pas à côté de toi, plutôt comme une étoile, très loin dans le ciel ?» Je me contentais de sourire en lui caressant la tête. Les enfants savent mettre leurs propres frontières entre l'amour et la peur, le souvenir et l'oubli. Un matin, j'ai reçu un appel d'un service culturel. Il me proposait de collaborer à un projet médiatique sur la protection de la vie privée des enfants. L'interlocuteur m'a dit qu'il avait entendu parler de mon intervention à l'école maternelle et me demandait de participer en tant que consultante de contenu. J'ai hésité. L'idée d'exposer mon passé me rebutait, et j'avais peur de me confronter à nouveau à de vieux souvenirs. Mais en pensant aux innombrables autres enfants, j'ai acquiescé. C'était être une façon de transformer ma douleur en quelque chose d'utile. La première réunion a eu lieu dans un grand centre médiatique au cœur de Paris. En entrant dans la salle, j'ai retenu mon souffle un instant. En bout de table, assis, se trouvait mon mari. Il portait une chemise blanche et ses cheveux étaient parsemés de quelques mèches grises. Il n'avait plus l'air anxieux comme avant, son regard était calme et profond. Le directeur nous a présenté. Voici Monsieur Julien, notre expert consultant technique pour ce projet. Comme vous avez travaillé dans le même secteur, la collaboration devrait être fluide. J'ai hoché la tête en silence. Mon mari m'a regardé avec un très léger sourire. C'était comme un salut silencieux. Pendant toute la réunion, je me suis concentré uniquement sur le travail. Le projet visait à créer une charte de bonne conduite pour les parents, partageant des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on évoquait des cas d'atteinte à la vie privée, je sentais comme une aiguille froide me piquer le cœur. Mon mari n'a pas beaucoup parlé. Il se contentait de présenter calmement des solutions de sécurité technique, avec une grande prudence pour chaque détail. Je voyais clairement qu'il avait changé. Ce n'était plus l'homme immature et insouciant, mais quelqu'un qui avait douloureusement compris le prix de ses erreurs. Après la réunion, mon mari s'est approché de moi. En gardant une distance respectable, il a dit à voix basse « Merci de m'avoir laissé voir Chloé pour son anniversaire. Je sais que c'est la plus grande indulgence que tu m'aies accordée. » J'ai répondu sobrement « Ce n'était pas pour toi, mais pour Chloé. L'enfant a besoin d'au moins un bon souvenir de son père, même si ce n'est qu'un jour. » Mon mari a hoché la tête. Son regard était triste,
Mais il ne l'a pas détourné. J'ai vu dans ce regard une sincérité que je n'avais jamais vue auparavant. Les jours suivants, nous avons dû travailler ensemble souvent, par la force des choses. Au début, nous évitions les conversations personnelles, mais peu à peu, absorbés par le travail, il ne restait entre nous qu'un respect silencieux. Un jour, après le tournage d'une vidéo promotionnelle, mon mari m'a tendu une bouteille d'eau et a dit à voix basse : « Je sais qu'il n'y a aucune chance de revenir en arrière. Mais j'essaierai de vivre en faisant le bien pour que Chloé puisse être fière de son père. » Je suis restée silencieuse et j'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas lui pardonner complètement, mais je ne voulais plus le punir. Parfois, il faut se laisser une porte de sortie. Non pas pour se retrouver, mais pour que chacun puisse se relever par soi-même. Le projet a duré près de 3 mois. Lorsque la première vidéo a été diffusée, elle a suscité un grand intérêt. Dans la vidéo, je racontais, de manière anonyme, l'histoire d'une mère qui avait partagé des photos de son enfant sur Internet et avait fait face à des conséquences terribles. Personne ne savait que c'était moi. Ma voix était basse et calme, mais chaque mot semblait se graver dans le cœur des auditeurs. Après la diffusion, je suis sorti discrètement du studio. Mon mari m'a suivi et m'a dit « Merci d'avoir été courageuse. Grâce à toi, j'ai appris ce que je ne savais pas avant. Être père, ce n'est pas seulement aimer son enfant, c'est aussi connaître la frontière entre l'amour et la blessure. » Je n'ai pas regardé en arrière, je me suis contenté de sourire en m'éloignant. Parfois, le pardon n'a pas besoin de mots. Si l'autre comprend dans le silence, cela suffit. Quelques semaines plus tard, mon mari a été muté dans le sud de la France. Avant de partir, il m'a envoyé une photo. C'était une photo de Chloé, prise le jour de la fin du projet. L'enfant souriait radieusement au milieu d'autres enfants. Il a ajouté un message : « Merci de me permettre de voir mon enfant heureuse. Même de loin, je serai toujours le père de Chloé. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé la photo et j'ai supprimé le message en silence. Parfois, oublier les mots et ne garder que les images est la meilleure façon de clore un chapitre de sa vie. Ma vie s'est progressivement stabilisée. J'ai pris en charge quelques autres projets de design, mes revenus se sont améliorés, et j'ai pu inscrire Chloé dans une nouvelle école près de la maison. L'enfant grandissait à vue d'œil, elle était gentille et d'une sensibilité remarquable. Une fois, alors que je travaillais, Chloé est venue par derrière, m'a serré dans ses bras et a murmuré : « Maman, j'ai l'impression que tu souris plus souvent ces derniers temps. » Je l'ai serré contre moi, sentant la chaleur de chaque respiration s'infiltrer en moi. Le soir, alors que nous étions assises côte à côte près de la fenêtre, la lumière jaune se déversait sur les petites mains de ma fille. J'ai soudain repensé au chemin parcouru. La mère pleine de peur avait appris à se tenir debout, non seulement pour protéger son enfant, mais aussi pour lui apprendre que dans le monde, une erreur n'est pas la fin. Ce jour-là, Chloé a demandé : « Maman, quand je serai grande, est-ce que je pourrai pardonner à quelqu'un qui m'a rendu triste ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu lentement : « Si tu es assez forte pour ne pas garder de rancune, le pardon est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton propre cœur. » L'enfant a hoché la tête, ses yeux brillants, comme si elle comprenait à moitié. Je l'ai prise dans mes bras. Mon cœur était léger comme un nuage. Dehors, la ville était illuminée, et derrière chaque fenêtre se déroulait une histoire. J'ai compris que dans la vie, personne ne peut être parfait, mais si nous savons encore aimer, faire des erreurs et nous relever, la lumière trouvera toujours un endroit où briller. J'ai fermé les rideaux en silence. Je me suis fait une promesse. Demain, je continuerai à vivre, avec mes choses les plus ordinaires et avec un cœur qui a appris à ne plus s'effondrer. 3 ans plus tard, Chloé avait 8 ans, une élève de CE2 avec de longs cheveux jusqu'aux épaules et un sourire si radieux que n'importe qui en tomberait amoureux. Moi, bien que j'ai traversé des jours de tempête, je gardais encore une légère cicatrice dans mon cœur. Chaque matin, en l'accompagnant à l'école et en la regardant courir vers le portail, je remerciais le ciel de savoir qu'elle pouvait grandir en paix. Cette paix que j'avais cru un jour ne jamais pouvoir préserver. Le temps avait fait oublier beaucoup de choses, mais il n'avait pas tout effacé. Dans les nuits profondes où Chloé dormait, j'ouvrais parfois mon téléphone pour regarder des photos d'elle à 4 ans. Des photos de son époque innocente, où elle ne connaissait pas encore la peur. À côté, il y avait quelques vieilles photos avec son père. Je ne pouvais ni les effacer ni les regarder souvent.
Elles étaient comme des lames bien aiguisées, qui saignaient au moindre contact. Un matin, la maîtresse de Chloé m'a convoqué à l'école. Elle m'a dit que Chloé avait pleuré en classe parce qu'un camarade s'était moqué d'elle en disant qu'elle n'avait pas de père. Je suis resté figé. J'avais anticipé qu'un tel jour arriverait, mais face à la réalité, mon cœur s'est serré. J'ai demandé prudemment « Qu'a dit Chloé ?» La maîtresse a répondu. Elle a dit qu'elle avait un père, mais qu'il était juste parti loin. La voix de la maîtresse était rauque. Je suis resté silencieuse un instant, puis j'ai demandé si je pouvais la faire sortir de l'école pour la journée. Sur le chemin du retour, Chloé était étrangement silencieuse sur la banquette arrière. J'ai tenté de lancer la conversation. « Ma chérie, on va manger une glace ?» L'enfant a secoué la tête. Ce n'est qu'une fois à la maison que j'ai entendu sa voix. « Maman, quand tu dis que papa est parti loin, il est parti où, en vrai ?» J'ai regardé ses yeux clairs et tristes, et mon cœur s'est brisé. Je ne voulais plus lui mentir, mais comment lui dire sans la blesser, pour qu'elle puisse comprendre? J'ai répondu lentement. Papa a fait quelque chose de mal avant, alors il est parti très loin pour apprendre à devenir une meilleure personne. Quand tu seras plus grande, tu comprendras. Chloé a baissé la tête et a murmuré. Alors, est-ce que papa m'aime encore? Je l'ai serré fort contre moi. Mes larmes sont tombées sur ses cheveux parfumés. Bien sûr, ma puce, tu es le trésor le plus précieux au monde pour papa et maman. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, je me suis assise à la fenêtre et j'ai regardé la rue. La faible lumière jaune des lampadaires s'étirait sur la route mouillée. Je me suis soudain demandé si mon mari, quelque part, regardait un paysage similaire et pensait à son enfant, comme moi. Depuis son départ pour le sud, nous n'avions plus de contact. J'entendais seulement parfois par des amis qu'il travaillait dans une association de protection de l'enfance et qu'il donnait des conférences sur la sécurité numérique. C'était probablement sa façon de rembourser sa dette envers la société. Un soir, j'ai reçu un email du comité d'organisation d'une conférence internationale sur les médias. Il me demandait de participer en tant qu'intervenante pour parler de la valeur du silence après un traumatisme. J'ai été surprise. Je n'avais jamais pensé à raconter mon histoire en public. Mais ce qui m'a le plus décontenancé, c'est la liste des intervenants. Parmi eux, il y avait le nom de mon mari, pour une intervention sur le thème « La responsabilité paternelle à l'ère numérique ». J'ai passé la nuit sans dormir, à me demander si je devais y aller ou non. Le lendemain matin, Chloé m'a vu encore assise à mon bureau et a demandé « Maman, tu es fatiguée ?» J'ai répondu « Non, je réfléchissais juste. » L'enfant a demandé avec des yeux curieux. À quoi? J'ai souri et j'ai dit. Je me demandais si je devais revoir quelqu'un qui a rendu maman triste avant. Chloé a penché la tête et a dit. Si cette personne sait qu'elle a fait du mal et qu'elle essaie de faire mieux, tu devrais la voir. La remarque innocente de l'enfant m'a laissé sans voix. Parfois, les enfants comprennent mieux le cœur des gens que les adultes. Le jour de la conférence, je suis arrivé tôt. La salle était formelle, les chaises bien alignées, et la scène baignée d'une lumière douce. Quand mon mari est monté sur scène, je l'ai regardé en silence. Il a dit d'une voix lente et rauque, « Certaines erreurs ne peuvent pas être effacées. On apprend juste à vivre avec, et on fait en sorte que personne d'autre ne soit blessé à cause de nous. » Ces mots, comme une lame silencieuse, ont ravivé mes souvenirs. Mais en même temps, ils ont allégé mon cœur. Ils comprenaient, maintenant. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai parlé d'une mère qui avait essayé de protéger la paix de son enfant au milieu d'une tempête, de sa façon de choisir le silence plutôt que l'accusation. Je n'ai mentionné aucun nom, aucun crime. J'ai juste parlé d'indulgence. À la fin de mon intervention, j'ai regardé le public. Mon mari me regardait. Dans ses yeux, il n'y avait plus de culpabilité, mais de la gratitude. Je lui ai fait un signe de tête silencieux, comme un adieu tardif. Le lendemain, j'ai reçu un dernier message de mon mari. « Merci, Élise. Grâce à toi, j'ai compris ce qu'était le vrai regret. Maintenant que nous vivons bien tous les deux, je n'essaierai pas de revenir en arrière. J'ai lu, je n'ai rien sauvegardé et j'ai supprimé. Je savais que certaines choses, une fois qu'on les a suffisamment comprises, n'ont plus besoin d'être conservées. Le temps a passé, l'automne est revenu. Je tenais la main de Chloé et nous marchions sur un chemin couvert de feuilles jaunes. L'enfant m'a pris la main et a dit innocemment, « Maman, si plus tard je fais une bêtise, tu te fâcheras contre moi ?» J'ai répondu d'une voix douce, « Non, je ne me fâcherai pas. »
Je serai juste triste. Mais maman attendra toujours que tu corriges ton erreur. Chloé a souri. Au crépuscule, ses yeux brillaient. Comme maman a attendu papa. J'ai souri, et j'ai hoché la tête. Oui, sauf que chacun revient à sa manière. Alors que le soleil se cachait derrière les arbres, j'ai soudain compris, le pardon, ce n'est pas effacer le passé, c'est avoir le courage de le regarder en face sans crainte. J'ai serré fort la main de ma fille. Une paix étrange a rempli mon cœur. La vie est peu, être injuste, mais si nous ne perdons pas notre bienveillance, personne ne peut nous détruire. Après cette conférence, la vie de Chloé et la mienne a pris une nouvelle direction. Une grande société de médias m'a proposé une collaboration à long terme en tant que conseillère de contenu pour une campagne d'éducation familiale. Après réflexion, j'ai accepté. C'était un travail qui correspondait à mon domaine d'expertise, mais aussi parce que j'espérais que mon histoire deviendrait une voix positive dans la société. J'ai décidé de déménager, de quitter cet ancien appartement rempli de trop de souvenirs tristes. Le nouvel appartement était plus petit, mais situé dans un quartier calme, loin du centre-ville. Par la fenêtre, des arbres verts créaient de l'ombre, et chaque matin, j'entendais le chant des oiseaux. Chloé était ravie et courait dans la pièce. Maman, ici, ça sent l'herbe après la pluie. J'ai éclaté de rire. L'innocence de mon enfant était le meilleur remède dont j'avais besoin après une si longue fatigue. Les premiers jours dans notre nouvelle maison se sont bien passés. Les voisins étaient sympathiques et mon travail était stable. Chloé s'est rapidement fait des amis dans le quartier. Mais un après-midi, alors que je revenais de l'école avec elle, la maîtresse m'attendait à la porte. Elle m'a regardé avec un air embarrassé. « Madame Élise, l'école vient de recevoir un appel anonyme. Un homme a dit que vous aviez été impliqué dans une affaire sensible par le passé et que votre fille ne devrait pas continuer à fréquenter cette école. » Je suis resté figé. Mon corps s'est raidi. La maîtresse s'est empressée de me rassurer. J'ai signalé la situation à la directrice et nous allons vérifier les faits. Mais je pensais que vous devriez vous y préparer. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit sans pouvoir dormir. Je pensais que tout était terminé, mais quelqu'un essayait de déterrer mon passé. Qui était-ce? Un simple informateur anonyme curieux ou quelqu'un qui connaissait l'affaire? En y réfléchissant, je me suis souvenu d'un journaliste qui m'avait demandé une interview après la conférence. J'avais refusé, mais il avait probablement creusé plus que nécessaire. Je me suis levé et j'ai allumé l'ordinateur. En faisant une recherche sur Internet, j'ai trouvé un article qui m'a fait sursauter. Une femme qui partage une histoire touchante sur la protection de l'enfance, le passé mystérieux qui se cache derrière elle. L'article ne mentionnait pas mon nom, mais tous les détails et le contexte temporel correspondaient à mon histoire. Le lendemain matin, je suis allé voir la directrice de l'école. Elle m'a dit d'une voix douce, « Madame, nous comprenons et nous compatissons. Il n'y a pas encore de preuves claires, mais l'histoire a commencé à se répandre parmi les parents. Nous avons même reçu des demandes pour que Chloé soit changée de classe. Je sais que vous êtes une bonne personne, mais la pression de l'opinion publique est vraiment difficile à contrôler. » En entendant ces mots, ma gorge s'est nouée. Le passé que j'avais tant essayé d'enterrer était en train d'être déterré à cause de quelques lignes écrites. Ce soir-là, Chloé, me voyant assis silencieusement à table, s'est approchée et a passé ses bras autour de mon cou. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai forcé un sourire. « Non, ça va. » L'enfant m'a pris la main et a dit d'une voix beaucoup plus sérieuse que son âge, « Si quelqu'un rend maman triste, je protégerai maman. » Je l'ai serré dans mes bras. Mon cœur tremblait d'émotion. J'ai réalisé que mon enfant avait déjà grandi et que je ne pouvais plus la cacher sous la couverture confortable de mensonges innocents. J'ai décidé de dire à Chloé une partie de la vérité, juste assez pour qu'elle puisse comprendre. J'ai dit qu'avant, papa avait fait une erreur et que maman avait pardonné et avait décidé de réparer les choses avec lui. Je n'ai mentionné aucun autre détail, racontant l'histoire légèrement, comme une leçon. Chloé a écouté en silence, puis a demandé, « Maman, alors, papa est une bonne personne maintenant ?» J'ai hoché la tête. « Oui, papa est devenu une bonne personne maintenant. » L'enfant a souri. « Alors moi aussi, je pardonne à papa. » Cette simple phrase m'a allégé le cœur comme jamais auparavant. Peut-être que le pardon ne vient pas seulement des adultes. Parfois, les enfants nous apprennent à vraiment lâcher prise.
Peu de temps après, cet article a été supprimé. Le journaliste athée, il eut peur des conséquences, ou quelqu'un l'athée, il arrêté. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai choisi le silence. Mon silence n'était plus une fuite, mais la sérénité de celle qui a traversé la nuit noire, la conscience de ne plus avoir besoin de me justifier. Un après-midi, alors que je travaillais, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Le contenu ne tenait qu'en quelques lignes. Merci. C'était une erreur de ma part d'avoir écrit cet article. Je voulais juste alerter la société. Je n'avais pas l'intention de vous blesser, vous et votre fille. Je vous souhaite la paix. J'ai lu, sans ressentir, ni colère ni joie. J'ai juste senti un espace vide dans mon cœur se refermer silencieusement. Après cet incident, j'ai inscrit Chloé à un cours de dessin le soir. L'enfant était passionné, dessinant tout ce qu'elle voyait, le ciel, les arbres, et même sa mère en train de lire un livre. Une fois, Chloé a dessiné un tableau avec 3 personnes, une mère et son enfant, et un homme au loin, sous un arbre. Je lui ai demandé « Qui est cet homme ?» Chloé a répondu innocemment « C'est papa », mais je l'ai dessiné un peu loin pour que maman ne soit pas triste. Je suis resté sans voix un instant et j'ai doucement caressé ses cheveux. L'enfant n'avait pas besoin de tout comprendre, mais son petit cœur connaissait déjà la frontière entre l'amour et la blessure. Le temps passant, la blessure a progressivement cicatrisé, et j'ai appris une chose. Ce n'est que lorsque le passé ne peut plus nous faire de mal que nous sommes vraiment libres. J'ai commencé à écrire mon premier livre. Ce n'était pas un roman, mais des histoires sincères sur le rôle parental à l'ère des réseaux sociaux. D'un ton doux, sans accuser personne, j'ai simplement raconté ce que j'avais vécu. Le jour de la publication du livre, j'ai emmené Chloé avec moi. L'enfant portait une robe blanche et avait les cheveux tressés, son sourire aussi clair que le soleil du matin. Après la séance de dédicace, un homme d'âge mûr s'est approché, tenant le livre, et a dit à voix basse « Merci d'avoir écrit une histoire que beaucoup de gens devraient entendre. » J'ai reconnu que c'était mon mari. Il n'a rien dit de plus, a juste hoché la tête et est parti discrètement. En regardant son dos s'éloigner, je n'ai plus senti de pincement au cœur. Il ne restait plus entre nous que le respect et la paix. Le soir, en rentrant, Chloé a demandé « Maman, aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui souriait à maman. » J'ai répondu à voix basse « Oui, c'est quelqu'un qui a rendu maman triste avant, mais plus maintenant. » L'enfant a penché la tête. Parce que maman a pardonné. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai souri. Oui, parce que c'est en pardonnant que l'on devient vraiment libre. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé le ciel étoilé. Le clair de lune se reflétait sur la vitre, aussi clair que les yeux de ma fille. La vie, au final, même après les tempêtes les plus rudes, peut redevenir douce, si seulement on a le courage de ne pas détourner le regard et d'avancer. Mon premier livre, Quand l'enfant devient un miroir, a connu un succès inattendu dans plusieurs communautés. Je ne pensais pas que mon histoire sincère sur le rôle parental à l'ère numérique toucherait autant de gens. Des centaines de messages sont arrivés. Des gens qui me remerciaient, d'autres qui étaient émus, mais aussi un certain nombre qui, avec un regard suspicieux, cherchaient à déterrer mon passé. L'opinion publique est par nature une épée à double tranchant. Elle peut vous porter au nu quand elle vous loue, mais elle peut aussi vous faire tomber au plus bas avec une simple rumeur infondée. Le premier matin, après la publication de mon interview dans un grand magazine, je préparais mon café en écoutant Chloé me raconter sa journée d'école. Elle m'a dit « Hier, la maîtresse a lu ton texte à toute la classe. Tout le monde a dit que maman était courageuse. » J'ai souri légèrement, mais une partie de moi était inquiète. Je savais que plus les gens en sauraient, plus le risque que mon passé surface grandirait. J'avais plus peur pour mon enfant que pour moi-même. Et mes craintes se sont réalisées. Un compte anonyme sur les réseaux sociaux a soudainement publié un message à charge. Il affirmait que l'histoire de mon livre n'était pas une simple description d'un phénomène social, mais l'histoire réelle d'une personne impliquée dans un scandale de vidéos d'enfants quelques années plus tôt. Mon nom n'était pas cité, mais les indices étaient suffisamment précis pour que quiconque ayant un peu suivi l'actualité de l'époque puisse deviner. Les commentaires sous la publication se sont rapidement divisés en 2 camps. L'un disait que j'avais courageusement surmonté mon passé, l'autre me traitait d'hypocrite et me soupçonnait. L'après-midi, en arrivant au bureau, tout le monde s'est tu à mon entrée. Personne n'a rien dit,
mais leur regard suffisait à alourdir mon cœur. Mon chef de service m'a appelé et m'a dit à voix basse, « Élise, il vaudrait mieux que tu prennes quelques semaines de congé. Nous te croyons, mais l'opinion publique sur Internet est très mauvaise en ce moment. Nous craignons que cela n'affecte l'image de l'entreprise. » J'ai hoché la tête. Je n'étais pas en colère. Je comprenais que face à l'opinion publique, tout le monde veut se protéger. En rentrant à la maison, Chloé, qui coloriait, a levé la tête et a demandé « Maman, pourquoi tu es rentrée si tôt aujourd'hui ?» J'ai forcé un sourire. Maman a eu quelques jours de vacances pour rester avec sa fille. L'enfant, ignorant la complexité de mon esprit, a crié de joie. Cette nuit-là, j'ai lu les commentaires malveillants sur Internet et j'ai eu le cœur brisé. Quelqu'un avait écrit « Si c'est vrai, elle n'a pas le droit d'être une source d'inspiration. » J'ai commencé à écrire quelques lignes de réponse, puis je les ai effacées. À quoi bon expliquer? Les gens ne veulent pas entendre la vérité, ils veulent juste quelqu'un à juger. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti. C'était une jeune journaliste. Elle a dit poliment « Madame Élise, je ne suis pas venue pour écrire un article. Je voulais juste vous demander, ne regrettez-vous pas d'avoir rendu publique votre histoire ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu calmement « Je ne regrette rien. Si je n'avais pas parlé, beaucoup de gens auraient continué à faire les mêmes erreurs que nous. » Elle a hoché la tête, et son regard est passé de la curiosité au respect. Cette nuit-là, je suis sorti sur le balcon. La ville était toujours illuminée, les gens continuaient de vivre, d'aimer et de juger. J'ai compris que ce qui fait mal, ce n'est pas l'erreur, mais le fait d'être éternellement stigmatisé par le regard de cette erreur. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais vivre le présent correctement pour que mon enfant puisse vivre la tête haute. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de mon mari. Sa voix était plus basse et plus calme qu'avant. J'ai entendu ce qui s'est passé. N'aie pas peur. Ce message porte atteinte à la vie privée. J'ai contacté notre service juridique pour prendre des mesures. Je suis resté silencieuse un instant, puis j'ai dit « Ce n'est pas la peine. Ils ne m'ont pas diffamé. Ils ont juste rapporté des faits qui ont eu lieu. Si nous avons choisi de les rendre publics, nous devons aussi avoir le courage d'en assumer les conséquences. » Il a marqué une pause, puis a dit d'une voix basse « J'ai juste peur que Chloé soit triste. » J'ai répondu « Si nous ne réagissons pas avec haine, l'enfant ne sera pas triste. » Nous sommes restés silencieux tous les deux. C'était peu, être la première conversation que nous avions en tant que 2 adultes, sans accusation ni excuse. 2 semaines plus tard, tout s'est calmé. Les gens étaient passés à un autre sujet, et j'avais appris à regarder la tempête avec un regard serein. Un jour, j'ai reçu une proposition d'une chaîne de télévision publique pour participer à une émission intitulée « Les gens qui inspirent ». J'ai été surprise et j'ai voulu refuser, mais Chloé m'a tiré la main et m'a dit « Maman, vas-y, ton histoire est vraiment bien. J'aimerais que tout le monde entende l'histoire de maman. » Le sourire éclatant de mon enfant m'a touché. L'enregistrement s'est déroulé dans un studio à l'ambiance chaleureuse. Le présentateur a demandé « Si vous pouviez remonter le temps, choisiriez-vous le silence pour éviter cette tempête ?» J'ai regardé la caméra droit dans les yeux et j'ai répondu « Non, parce que certaines erreurs, si elles ne sont pas racontées, d'autres continueront de les répéter. Je ne veux pas que ma fille grandisse dans un monde où les gens considèrent l'imprudence comme quelque chose d'anodin. Parfois, un seul instant d'imprudence peut anéantir toute l'enfance d'un enfant. » Tout le studio retenait son souffle. Quelques spectateurs avaient les larmes aux yeux. Lorsque l'émission a été diffusée, l'audience a atteint des sommets. Cette fois, le contenu des commentaires était différent. Les gens ne parlaient plus seulement de l'erreur. Ils parlaient davantage de la volonté de surmonter l'adversité, de la manière dont une femme s'était relevée sans haine. Tout le monde ne me croyait pas, mais au moins, je n'avais plus peur. Ce soir-là, Chloé, en regardant l'émission en replay, a posé sa tête sur mon épaule et a dit à voix basse « Maman, tu es la plus géniale du monde. » J'ai éclaté de rire et j'ai caressé ses cheveux doux. Non, maman est juste quelqu'un qui n'a pas voulu abandonner. L'enfant a levé la tête. Ses yeux brillaient. Alors moi aussi, plus tard, quoi qu'on me dise, je n'abandonnerai jamais. Je l'ai prise dans mes bras. Une chaleur étrange a rempli mon cœur. La vie n'avait pas besoin d'être parfaite. Il suffisait d'être assez sincère pour transformer la douleur en force et assez généreux pour avancer sans rancune. Dehors,
Le vent secouait doucement les branches fleuries près de la fenêtre, et le clair de lune se déversait sur les cheveux de Chloé. J'ai pensé en moi-même, si j'avais une autre vie, je voudrais encore être la mère de cet enfant, pour que, quelle que soit la tempête de la vie, nous puissions nous retrouver comme ce soir et traverser ensemble la paix. Après l'émission de télévision, ma vie semblait s'être apaisée. Les compliments et les encouragements des téléspectateurs m'ont ému, mais au fond de moi, j'étais conscient de l'ombre que projetait la lumière. Plus je serais connu, plus la probabilité que mon passé soit déterré grandirait. J'ai décidé de vivre discrètement, en me concentrant sur mon travail, en allant chercher Chloé tous les jours, et en évitant les interviews. Mais la vie ne laisse personne tranquille bien longtemps. Un matin, au début de l'hiver, j'ai reçu un appel d'une grande société de production cinématographique. La voix de l'interlocuteur était enjouée. « Madame Élise, nous envisageons de produire un drame inspiré de votre livre. Le budget est déjà validé. Nous aimerions vraiment avoir votre accord et vos conseils. » Je suis resté sans voix. Si ce projet se réalisait, mon ancienne histoire referait surface, et ce ne serait plus une histoire dans un livre, mais une blessure réelle rejouée devant des millions de téléspectateurs. J'ai demandé « Et si je ne suis pas d'accord ?» Mon interlocuteur a répondu habilement « Nous n'aurions qu'à changer les noms et le contexte. Mais tout le monde saura que c'est votre histoire. » J'ai raccroché, et je suis resté assise en silence pendant un long moment. Le café sur la table avait refroidi, et seule une légère buée s'échappait dans la faible lumière du soleil. C'était comme si quelqu'un rembobinait le film de ma vie et me forçait à regarder les scènes que j'essayais tant d'oublier. Cette nuit-là, j'en ai parlé à ma mère. Elle est restée silencieuse un long moment avant de dire « Si tu te tais, ils écriront ce qu'ils veulent. Mais si tu participes, tu auras au moins le droit de dire la vérité. » Parfois, affronter les choses est le seul moyen de trouver la paix. J'ai réfléchi toute la nuit et j'ai finalement décidé de rencontrer l'équipe de production. Ils m'ont donné rendez-vous dans un petit café d'un vieux quartier. Le réalisateur, un homme d'une quarantaine d'années, avait un regard perçant mais chaleureux. Il a dit « Madame, nous ne voulons pas vendre une tragédie. Nous voulons raconter l'histoire d'une femme qui a su se relever, qui a transformé sa douleur en force et qui a grandi. » Je l'ai regardé et j'ai demandé sans détour « Mais avez-vous pensé à l'enfant dans cette histoire ? L'enfant a déjà été blessé et maintenant, elle devra être se voir à l'écran. » Il a répondu lentement « Tous les détails qui permettraient de l'identifier seront gardés secrets. Si vous nous aidez simplement à comprendre plus profondément les émotions de la mère à l'époque, le film sera à la fois vrai et humain. » J'ai accepté à une condition, celle de n'utiliser aucun nom réel. J'ai raconté juste ce qu'il fallait pour le scénario. Le travail a duré plusieurs semaines. Chaque fois que je parlais du passé, j'avais l'impression de replonger dans cette époque. La lumière des néons de la salle d'interrogatoire, les pleurs de Chloé, la tête baissée de mon mari. Certains jours, en rentrant, je m'allongeais sans pouvoir dire un mot. Chloé, me voyant épuisé, me couvrait doucement et me disait à voix basse « Maman, ne sois pas triste. Le passé, c'est fini. » Cette simple phrase me donnait la force de continuer. Quand le tournage a commencé, j'ai enfin réalisé le prix à payer pour affronter son passé. Un jour, j'ai été invité sur le plateau. La scène tournée ce jour-là était celle où la mère découvre la vidéo diffusée. Le moment précis qui m'avait brisé le cœur, l'actrice, profondément immergée dans son rôle, tremblait et pleurait. Debout derrière le moniteur, j'essuyais des larmes qui coulaient sans que je puisse les arrêter. Le réalisateur s'est approché, a posé sa main sur mon épaule et a dit « Merci, madame. Sans votre courage, nous n'aurions jamais pu raconter cette histoire avec autant de sincérité. » Je me suis contenté de hocher la tête en silence. Mon cœur était à la fois léger et lourd. Vers la fin du tournage, la société de production m'a demandé de participer à la conférence de presse en tant que personne ayant inspiré le film. J'ai hésité. J'avais peur. Non pas de l'opinion publique, mais que Chloé soit entraînée dans ce tourbillon. J'ai demandé à ma fille « Si maman passe encore à la télévision, est-ce que ça te dérangera ?» Chloé a secoué la tête. « Non, maman. J'aimerais que les gens sachent, grâce à ton histoire, que tout le monde peut faire des erreurs, mais que si on les corrige, tout va bien. » En regardant cet enfant de 8 ans, j'avais l'impression de parler à une adulte. Peut-être avais-je élevé une âme plus forte que la mienne. La conférence de presse a eu lieu dans une salle somptueuse.
Lorsque la première bande-annonce a été projetée, le public a retenu son souffle. Dans le film, la mère, sous la lumière d'un commissariat, tenant son enfant dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues, était une image à la fois familière et étrangère. Le présentateur m'a demandé « Que pensez-vous du fait que votre histoire personnelle soit devenue un film ?» J'ai répondu « Si mon histoire peut empêcher quelqu'un de blesser son propre enfant par imprudence juste avant de le faire, alors toute la douleur que j'ai endurée a un sens. » Toute la salle s'est levée et a applaudi. J'ai ressenti un soulagement. J'avais l'impression d'avoir enfin franchi une porte que je n'avais pas osé toucher pendant des années. Mais après la conférence de presse, j'ai reçu une enveloppe étrange. À l'intérieur, une lettre manuscrite sans expéditeur. Si vous laissez ce film sortir, je publierai la vidéo originale que vous avez cachée. Vous ne pourrez pas jouer les héroïnes éternellement. Je suis resté figé sur place. L'écriture maladroite mais glaciale comme une lame était comme un vieux couteau rouillé qui rouvrait une cicatrice refermée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans le salon éteint, ne m'appuyant que sur la lumière de l'écran de mon téléphone. Je savais que l'expéditeur de cette lettre pouvait être n'importe qui. Quelqu'un qui possédait l'ancienne vidéo, quelqu'un de curieux, ou quelqu'un qui en voulait à mon mari. Mais je savais aussi que fuir ne ferait que prolonger la peur. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti le disque dur où j'avais conservé toutes les anciennes données. J'ai voulu tout effacer. Mais je me suis arrêté. J'ai réalisé qu'effacer les données n'effacerait pas le passé. Le passé vivait dans mes souvenirs, dans le regard de Chloé et dans tous les choix que j'avais faits. Le lendemain matin, j'ai appelé mon mari. Il a écouté mon histoire et est resté longtemps silencieux. Finalement, il a dit « C'est moi qui ai l'original. Je l'ai gardé au cas où quelqu'un d'autre le diffuserait. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. » J'ai été surprise. Il l'avait encore. Il a dit qu'il avait essayé de le supprimer plusieurs fois, mais il pensait que si quelqu'un l'utilisait à mauvais escient, il était le seul à pouvoir l'arrêter. Il ne voulait pas que moi ou notre fille soyons blessés à nouveau. Je suis resté sans voix. Parfois, le regret ne se prouve pas par des mots, mais par une protection silencieuse. Lorsque le film est officiellement sorti, le public a pleuré. Il ne se demandait plus si c'était vrai ou faux. Il disait simplement que le film les avait touchés. Cette nuit-là, j'ai regardé le film avec Chloé. À la dernière scène, où la mère marche dans une rue bondée en tenant la main de son enfant, Chloé s'est tournée vers moi et a demandé « Maman, c'est maman, ça ?» J'ai répondu à voix basse « C'est quelqu'un qui ressemble à maman. Quelqu'un qui sait avoir peur, qui sait aimer et qui sait aussi se relever. » L'enfant a souri et a posé sa tête sur mon épaule. À mes yeux, c'est maman la plus courageuse. En regardant le sous-titre, inspiré d'une histoire vraie, apparaître lentement à l'écran, j'ai senti une paix m'envahir. La vie, au final, n'exigeait pas d'oublier ce qui s'était passé. Il suffisait d'être assez fort pour le regarder en face sans trembler. À cet instant, dans la douce lumière de l'écran, assise à côté de ma fille, j'ai senti que la vraie paix était revenue. Après la sortie du film et l'émotion de millions de spectateurs, ma vie semblait être entrée sur une orbite paisible. Mais cette paix était aussi fragile qu'une fine membrane. Un après-midi, alors que je revenais de l'école de dessin avec Chloé, le concierge de l'immeuble m'a tendu une enveloppe brune. Quelqu'un l'avait laissée pour moi, sans nom. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une photo imprimée d'une scène de l'ancienne vidéo et un mot à l'écriture maladroite. Ne croyez pas que vous pourrez l'enterrer pour toujours. Je suis resté au milieu du hall, le souffle coupé. Tous les souvenirs que je croyais endormis se sont réveillés, comme pour déchirer la porte de la mémoire que j'avais si solidement verrouillée. J'ai regardé autour de moi. Dans le hall, il n'y avait que quelques personnes âgées en promenade. Chloé a levé la tête et a demandé innocemment « Maman, qui a envoyé une lettre ?» J'ai forcé un sourire. « C'est probablement une erreur. Ma puce, tu peux monter en avance ?» L'enfant a couru en sautillant, et je suis resté là, le cœur serré. Cette nuit-là, je n'ai pas pu allumer le salon. Assise dans le noir, j'ai de nouveau regardé cette photo. La photo en elle-même n'était pas horrible, mais pour quelqu'un qui connaissait l'affaire, elle était suffisamment menaçante. Je savais que cette personne, au-delà de la simple menace, voulait me faire peur, me faire reculer. Mais si j'avais peur, tous les efforts de ces dernières années seraient vains.
Le lendemain, je suis allé au commissariat pour porter plainte. L'enquêteur qui s'était occupé de l'affaire à l'époque y travaillait encore. Il m'a reconnu et m'a dit d'un regard chaleureux: « Vous avez bien fait, Madame Élise. Ne donnez à personne le droit de contrôler votre peur. Nous allons vérifier les caméras de l'immeuble. » Il a ensuite demandé: « Avez-vous eu des contacts avec des inconnus récemment ?» Je me suis souvenu qu'il y a quelques jours, un homme d'âge mûr était venu à mon bureau, se présentant comme un journaliste indépendant, et avait dit qu'il voulait écrire un article de suivi sur le film. Quand j'ai refusé, il avait dit avec un ricanement: « L'histoire n'est pas encore terminée, Madame Élise. » À l'époque, j'avais pensé que ce n'était que du bluff. 2 jours plus tard, la police m'a contacté. L'homme qui avait laissé l'enveloppe avait été filmé par les caméras, et c'était bien ce journaliste. J'ai soupiré. D'un côté, j'étais soulagé. De l'autre, amer. Certaines personnes voient la douleur des autres comme une opportunité pour leurs propres intérêts. J'ai signé les papiers pour demander une protection de ma réputation, mais dans mon cœur, une autre peur grandissait. Si Chloé apprenait tout, pourrait-elle rester en paix? Le soir, alors que je cuisinais, Chloé a demandé soudainement: « Maman, mes amis disent que maman est super célèbre. Elle a un film, un livre, et plein de gens veulent l'interviewer. Alors, pourquoi maman a l'air triste ?» Je me suis retourné vers mon enfant. Ses yeux clairs contenaient une maturité qui dépassait son âge. J'ai dit d'une voix douce: « Quand les gens en savent trop sur moi, ils deviennent curieux de choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Maman a peur que ça fasse du mal à sa fille. » L'enfant a hoché la tête. « Alors ne sois pas triste. Si maman n'a rien fait de mal, on n'a pas besoin de se cacher. » Je suis restée interdite. Parfois, les enfants possèdent déjà le courage que les adultes mettent toute une vie à apprendre. Le lendemain, la police m'a informé avoir retrouvé l'homme. Il a avoué avoir voulu utiliser les faits pour ajouter un élément dramatique à son article et avoir envoyé la lettre pour faire pression afin d'obtenir une interview exclusive. En apprenant la nouvelle, j'ai ressenti plus de pitié que de colère. J'ai refusé de porter plainte et j'ai demandé que l'affaire se termine par un engagement écrit de sa part de ne plus recommencer. L'enquêteur a demandé: « Vous en êtes sûr ? La plupart des gens dans cette situation iraient jusqu'au bout. » J'ai répondu: « Je suis trop fatigué de traîner le passé. Parfois, le pardon est le seul moyen d'arrêter. » Après cet incident, j'ai emmené Chloé quelques jours chez mes parents en Normandie pour me reposer. En fin d'hiver, la campagne était couverte de brume, et les champs de blé vert étaient aussi frais que s'ils n'avaient jamais connu de tempête. L'après-midi, nous étions assis au bord de la rivière. Chloé a demandé: « Maman, pourquoi tu regardes toujours au loin ?» J'ai souri et j'ai dit: « Maman pensait que parfois, les gens ont peur de montrer leur passé aux autres, mais en fait, sans ce passé, ils n'auraient pas pu devenir aussi forts qu'aujourd'hui. » Chloé a posé son menton sur ses mains. « Alors le passé, ça sert à quelque chose, en fait. » Maman, j'ai hoché la tête. « Oui, si on peut en tirer des leçons. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon mari. Il avait vu les nouvelles et savait que l'affaire était résolue. Sa voix était sincèrement calme. « Je suis content que tu aies choisi le pardon. C'est probablement quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. » J'ai répondu: « Nous sommes tous en train d'apprendre. C'est juste que nous apprenons à des moments différents. » Nous sommes restés silencieux un instant. Puis, il a dit qu'il aimerait venir voir sa fille. Sans parler du passé, juste pour la voir une fois. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le jour où mon mari est venu, Chloé dessinait sur la terrasse. En le voyant, l'enfant a levé la tête. Au premier abord, elle a semblé surprise, puis l'a reconnu et a appelé à voix basse: « Papa !» Un seul mot, mais j'ai vu les yeux de mon mari s'embuer. Il s'est assis à côté de sa fille, a regardé le dessin et a dit d'une voix rauque: « Tu dessines vraiment bien, ma puce. » Chloé a souri. « Je suis en train de dessiner papa, mais je ne sais pas encore comment dessiner un visage triste. » À ces mots, j'ai retenu mon souffle. L'enfant était toujours aussi innocente, mais elle était devenue assez fine pour percevoir les choses les plus profondes chez les adultes. Quand mon mari s'est préparé à partir, il s'est tenu dans la cour et a dit à voix basse: « Merci, Élise, de m'avoir permis de revoir la plus belle chose de ma vie. » Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Certaines excuses n'ont pas besoin d'être prononcées. Le vrai repentir était déjà dans son regard.
Cette nuit-là, je me suis assis sur la terrasse, et j'ai regardé le ciel étoilé. Dans la chambre, Chloé dormait, serrant son vieil ours en peluche. Je me suis dit à voix basse, tout finit par passer, seul l'amour reste. J'ai compris que je n'avais plus besoin de faire semblant d'être forte. Le simple fait d'avoir survécu jusqu'à ce moment et d'avoir préservé la paix de mon esprit était déjà une preuve de force. Le lendemain, je suis retourné en ville. Les nouvelles sur la menace avaient disparu et personne n'en parlait plus. Mais je savais dans mon cœur que la dernière tempête était passée. Le passé n'était plus une blessure, mais une cicatrice. Pas belle, mais la preuve que j'avais survécu. J'ai continué à travailler. J'ai pris en charge quelques autres projets éducatifs. Beaucoup de mères sont venues me voir pour me demander comment élever leurs enfants, comment les protéger en toute sécurité dans cette époque confuse. Je leur ai simplement dit qu'il n'y avait pas de méthode parfaite, mais qu'il fallait leur apprendre l'amour et le courage. Quand un enfant n'a pas peur, personne ne peut le blesser. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent a soufflé, apportant le parfum des dernières fleurs de la saison. J'ai regardé le ciel qui avait autrefois enfermé ma douleur. Maintenant, ce ciel brillait paisiblement. La vie, au final, ne nous permet pas de choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment le traverser. J'ai souri doucement. Mon cœur était doux comme le vent. Ça y est, Élise, la tempête est vraiment passée. Le temps, comme un fleuve doux qui n'attend personne, a continué de couler. Chloé avait maintenant 10 à 7 ans. L'enfant qui se blottissait tremblante dans les bras de sa mère était devenue une jeune fille grande, au regard clair, à la voix douce, mais ferme. Chaque matin, elle me serre encore dans ses bras par derrière et me dit à voix basse « Maman, je vais à l'école ». Cette étreinte n'est plus celle d'une enfant cherchant un refuge, mais celle d'une jeune femme mûre qui sait aimer sa mère à sa manière. Je fais toujours le même travail. Des projets éducatifs sur la sécurité des enfants, de petites conférences avec les parents, et parfois des articles pour des magazines. Ma vie était aussi calme qu'un lac sans une ride. Puis, un soir, Chloé s'est approchée de mon bureau et a posé une épaisse liasse de manuscrits. Sur la couverture, une écriture soignée disait « Après la pluie, le beau temps, une histoire sur ma mère ». J'ai retenu mon souffle. Chloé a souri un peu timidement. J'ai écrit sur maman, sur tout ce que maman a traversé. Je voulais le soumettre au concours national d'écriture des lycéens, mais si maman ne veut pas, je le déchire tout de suite. J'ai pris le manuscrit. Mon cœur tremblait. Avant même de lire, j'étais à bout de souffle. Pendant toutes ces années, j'avais pensé que mon enfant ne connaissait le passé que vaguement. Il s'est avéré qu'elle en savait bien plus que je ne l'imaginais. J'ai demandé à voix basse « Tu savais tout ?» Chloé a hoché la tête. « Depuis longtemps. » Maman ne me l'a pas dit, mais je pouvais le lire dans les yeux de maman. Dans les nuits, où maman regardait au loin. Je n'en veux pas à papa ni à maman. Je voulais juste dire que j'étais fier d'être la fille de maman. Je l'ai prise dans mes bras. Les larmes ont jailli. Ce n'était pas de la douleur, mais une douce libération. Peut-être que pendant toutes ces années, j'avais essayé d'oublier, mais que mon enfant, en silence, apprenait à comprendre. C'était le miracle de l'amour maternel, savoir avec le cœur, sans avoir besoin de parler. Cette nuit-là, j'ai lu le manuscrit les yeux grands ouverts. Le premier chapitre était l'avant-propos de l'enfant. Quand maman a choisi le silence, ce n'était pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle voulait que je sois en paix. Quand maman a pardonné, ce n'était pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle savait que la douleur doit s'arrêter avec la dernière personne qui l'a subie. J'ai lu les mains tremblantes. Page après page, Chloé avait réécrit ma vie avec le regard clair d'une enfant qui avait tout vu, mais qui s'était tue. Elle se souvenait des nuits où je pleurais, des moments où je tremblais au son d'une sonnette inconnue, et du moment où, après une longue peur, j'avais enfin souri sincèrement. Le lendemain matin, quand l'enfant s'est réveillé, je l'ai regardé longuement. J'ai dit « Maman est d'accord, faisons en sorte que cette histoire voie le jour. Mais ajoute une chose, dis qu'au final, tout peut guérir. Si seulement les gens aiment assez. » L'enfant a hoché la tête, ses yeux brillants. Quelques mois plus tard, le texte de Chloé a été sélectionné pour la finale du concours national. Les organisateurs m'ont appelé pour nous inviter, mère et fille, à la cérémonie de remise des prix. J'ai refusé de monter sur scène. Je voulais que mon enfant soit seul sous les feux des projecteurs. Ce jour-là,
La salle de cérémonie était bondée, et les lumières se déversaient sur le visage radieux de mon enfant. De longs cheveux, un regard confiant, un sourire qui ressemblait tellement au mien à 20 ans. Lorsque Chloé a lu le dernier passage, sa voix était rauque mais claire. Ma mère avait peur du passé, mais ma mère m'a appris qu'on ne peut pas vivre en tournant constamment le dos à sa propre ombre. Merci, mère, vous qui avez choisi le pardon pour m'apprendre à aimer. Tout le public a retenu son souffle, puis a éclaté en applaudissements tonitruants. Assise dans les rangs du bas, je pleurais tout en souriant. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais des larmes de bonheur. J'ai su à cet instant que cette histoire n'était plus la mienne, mais celle d'une génération qui s'est trouvé la lumière dans l'obscurité, celle de ma fille. Après la cérémonie, Chloé, marchant dans le couloir vide, m'a pris la main et a dit à voix basse : « Maman, je veux devenir journaliste. Je veux écrire sur des gens qui ont le courage de vivre sincèrement, comme maman. » J'ai regardé mon enfant avec une fierté immense. Je savais qu'elle ne suivait pas mon chemin de douleur, mais qu'elle marchait sur un chemin de courage. J'ai dit à voix basse : « Maman te fait confiance, mais n'écris pas pour vendre la douleur. Écris pour que les gens apprennent à se relever. » L'enfant a hoché la tête avec des yeux remplis d'une foi claire. Les jours suivants ont continué de s'écouler. Chloé préparait son baccalauréat et je continuais mon travail habituel. Mais parfois, en passant devant sa chambre et en voyant la lumière de sa lampe de bureau allumée tard dans la nuit, mon cœur s'apaisait. Je savais que cette enfant était maintenant assez grande pour porter l'histoire de sa mère, non plus avec peur ou rancune, mais avec la voix de sa génération, pour la porter plus loin. Un après-midi au début de l'été, j'ai reçu un email de la maison d'édition. Le texte de votre fille sera publié dans le numéro spécial du magazine de littérature jeunesse, dans le dossier « Sur le pouvoir du pardon ». J'ai éclaté de rire. Tous les cercles finissent par se refermer magnifiquement. Autrefois, j'avais été sauvé par l'indulgence, et maintenant, ma fille écrivait la suite de l'histoire avec cette même indulgence. Le soir, alors que nous étions assises côte à côte sur la terrasse, Chloé m'a regardé et a dit à voix basse : « Maman, je pense que tout le monde a peur. Mais sans maman, je n'aurais jamais su que la peur aussi peut être une force. » J'ai répondu : « Non, ma puce, c'est toi qui as été la force de maman. » Dehors, les lumières de la ville s'allumaient, et la lumière jaune se reflétait sur la fenêtre, encadrant l'image de la mère et de la fille assises côte à côte. J'ai doucement pris la main de mon enfant. Une chaleur s'est répandue. La tempête était passée depuis longtemps, mais je me souviens encore de chaque coup de tonnerre. C'est grâce à cela que je peux apprécier la paix d'aujourd'hui. J'ai dit à voix basse : « Chloé, plus tard, si quelqu'un te demande qui est maman, dis-lui la vérité. Mais dis-lui bien que maman n'était pas une personne parfaite, mais juste quelqu'un qui a eu le courage de te choisir toi plutôt que la peur. » L'enfant a posé sa tête sur mon épaule. D'une voix aussi légère que le vent, elle a dit : « Je le dirai, et je vivrai comme maman. Sans regret, sans rancune. » Dehors, le vent apportait un parfum de jasmin et tourbillonnait doucement dans la pièce, comme une respiration. J'ai regardé ma fille et j'ai vu l'avenir dans ses yeux. Un avenir où il n'y avait plus l'ombre du passé, seulement la foi. Je savais que mon voyage était terminé. Ma vie avait connu beaucoup de douleurs, mais j'avais élevé une âme qui savait aimer, et cela suffisait à en faire une belle vie. La nuit s'approfondissant, j'ai éteint la lumière et j'ai ouvert la fenêtre en silence. Le ciel était plein d'étoiles. J'ai murmuré dans mon cœur : « Merci pour tout. » Ma vie avait enfin trouvé son point final, dans la paix de ces deux mots, le pardon, et dans le sourire d'une jeune fille qui continuait de porter une lumière que j'avais cru éteinte pour toujours. La vie d'Élise a été le voyage courageux d'une mère qui a affronté la douleur et s'est relevée d'une blessure qui semblait insurmontable. La femme qui tremblait dans l'obscurité est devenue un symbole de courage, d'indulgence et de la force de l'amour maternel. À travers de nombreuses épreuves, Élise a compris que le pardon n'est pas d'oublier le passé, mais de choisir de continuer à vivre sans laisser le passé dominer le présent.